Bien, donc, on en était arrivé là, bon, je la réécris, hein, pour toute grandeur molaire. Non, pardon. X de vapeur, c'est égal à YM moins YM du liquide sur YM de la vapeur moins YM du liquide. D'accord? Voilà, c'était ça, d'accord? Donc, règle des moments. Alors, je vais juste continuer là-dessus, j'ai un tout petit truc à rajouter. C'est quoi la relation entre YM, donc Y molaire, et Y massique? Vous vous souvenez, on a une relation générale entre les grandeurs molaires et les grandeurs massiques? Ouais. Oui, c'est ça. Non, non, t'as raison, c'est ça. Pardon, c'est ça. Donc, en gros, la grandeur, si je prends ces trucs-là et que je divise chacun des termes par la masse molaire, je peux me retrouver avec la grandeur massique. Mais vous voyez que diviser chacun des termes par la masse molaire, ça revient à diviser numérateur et dénominateur par la masse molaire. Et donc, ça ne change littéralement rien au résultat. Donc, en fait, ça, c'est un truc qui est assez important. Remarque, cette relation. Donc, je l'ai fait avec les molaires parce que machin, mais vous pouvez la faire avec les massiques, ça va littéralement au même. Cette relation s'écrit également. Donc, je vais l'écrire en orange, hein, c'est la même. Que grosso modo, la fraction molaire le titre molaire en vapeur, ou la fraction molaire de vapeur, c'est égal à petit y moins petit y du liquide sur petit y de la vapeur moins petit y du liquide. C'est-à-dire la version massique du problème. Donc tout ceci procède du fait que le liquide et la vapeur étant la même chose, c'est-à-dire un corps pur, et bien factuellement vous avez la même masse molaire dans les deux phases, et donc il n'y a pas de problème de conversion entre massique et molaire ici. On est au clair là-dessus? Voilà. Alors, là je vais vraiment changer de paragraphe. Donc c'est un 5B si je ne me trompe pas, ou un 4B, je ne sais plus. On était déjà à 4B, donc 4C. Donc 4C, voilà. 4C, cas particulier du mélange liquide-vapeur. Alors, je change maintenant, mais vous vous rendez compte que, en fait, ça fait un paragraphe que je glisse lentement, tout simplement parce que c'est vraiment le cas intéressant d'un point de vue physique. Tout simplement parce que les autres transitions, en tout cas surtout les transitions qui n'impliquent pas la vapeur, sont des transitions en fait qui sont indépendantes de la pression. Donc il ne se passe pas grand chose dans cette histoire, alors que là on va avoir un truc beaucoup plus riche et beaucoup plus pénible. Alors, ce qu'on constate, c'est la chose suivante. Donc ça c'est un constat expérimental. On constate que la température d'équilibre d'un mélange liquide-vapeur. Petite remarque, on est toujours dans un corps pur. Hein. D'accord, ne me faites pas dire ce que je dis pas. D'accord, voilà. On est toujours dans un corps pur. Que la température d'équilibre dépend de la pression partielle de la vapeur. Alors ça en fait, c'est pas une nouveauté, on l'a déjà vu. Si vous vous souvenez dans ce diagramme-là, le diagramme PT, d'accord? On a vu en fait que là c'était le liquide et là c'était la vapeur. Et donc ce que ça vous raconte, c'est que la température d'équilibre est une fonction croissante de la pression de vapeur. D'accord. Et je vais rajouter donc, et ce de façon croissante. Donc ça c'est toujours vrai. Autrement dit, plus la pression partielle de vapeur est élevée, et plus la température d'équilibre est également élevée. Si vous voulez comprendre ça physiquement, c'est pas extrêmement compliqué. Je vous rappelle que la température correspond à l'énergie cinétique, d'agitation de vos particules. Et qu'en fait, passer de l'état liquide à l'état vapeur, c'est de la méca, c'est passer d'un état lié à un état de diffusion. D'accord? C'est ça l'idée. Plus la pression de vapeur est grande, et moins vous avez de place dans la partie vapeur, d'accord? Et donc, plus pour vous faire de la place, il va vous falloir une énergie cinétique élevée. D'accord? C'est ça l'idée. En gros, c'est vraiment une idée de, voilà, plus vous empêchez le liquide, plus la pression de vapeur va être élevée, et plus vous aurez de mal à faire évaporer le liquide. D'accord?
Donc, ça c'est vraiment, ça c'est le truc difficile de ce chapitre, enfin de ce paragraphe-là, plus exactement, la notion qu'on va voir maintenant. Donc, cette pression-là, en fait, elle va avoir un nom, on va appeler ça la pression de vapeur saturante. Donc, la pression pour une température donnée, c'est un peu l'inverse de ce paragraphe-là. Donc, pour une température donnée, on appelle pression de vapeur saturante la pression d'équilibre liquide-vapeur à cette température-là. C'est ça l'idée. Donc, je me fais un revers sympa. Donc, pour une température donnée, on appelle pression de vapeur saturante j'en suis où de vapeur saturante PS, donc de T, d'accord, ça ne dépend que de T. La pression d'équilibre liquide-vapeur à cette température. Voilà. Alors ça, c'est hyper important parce que ça va vous raconter l'état du système. Vraiment. Donc, je pense qu'il faut faire un dessin pour que vous compreniez ça à fond, quoi. Donc en gros, ça signifie que si vous avez une enceinte comme ça, d'accord, je vais la fermer, vous avez du liquide en bas, et l'ensemble a une température T. Si vous avez de la vapeur ici, d'accord, alors vous savez qu'à l'équilibre, la pression de la vapeur, enfin la pression ici, est égale à la pression de vapeur saturante à cette température à l'équilibre. Voilà. C'est ça que ça vous raconte. Alors, ça c'est assez intéressant parce que déjà ça vous raconte quelque chose. Donc l'idée après, ça va être, si on essaye de faire quelque chose à ce système, par exemple changer de volume, vous voyez que dans ce système-là, je peux changer de volume en gardant la température constante, par exemple. Et je vais atteindre donc un nouvel état d'équilibre. S'il reste du liquide et de la vapeur, ça signifie que quand je vais changer de volume, je ne changerai pas la pression. Là, il faut cogiter, là. Ça devient important, parce que ça, c'est dur. Donc, je la refais. Imaginons que j'ai un piston ici, d'accord? Et je descends le volume. Je maintiens la température constante, grâce à un thermostat. On est d'accord? En haut, il restera de la vapeur, et en bas, il restera du liquide. Okay. Comme je n'ai pas changé la température et que tout ça est à l'équilibre, la pression n'a pas changé. Autrement dit, j'ai diminué le volume, et la pression n'a pas changé. D'accord? Et la température n'a pas changé non plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Non, mais justement, je sais que vous ne comprenez pas. C'est ça la question. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas PV. Non, stop. Ça ne peut pas être PV égale NRT. PV égale NRT s'applique à un gaz parfait. Au minimum, alors déjà, considérer la vapeur en équilibre avec du liquide comme un gaz parfait, il faut se lever un peu tôt, mais pourquoi pas? Mais surtout, il y a du liquide dans le tas. Donc PV égale NRT, on oublie. D'accord? PV égale NRT, ça s'applique pas à un liquide. Donc c'est passé quoi, Morgane? Le piston a transformé la vapeur en liquide. Exactement. La réaction de votre système, ça ne va pas être d'augmenter sa pression, ce qui serait le cas d'un gaz parfait. Là, on est entièrement d'accord. Mais ça va être de diminuer son volume molaire. Autrement dit, de transformer des molécules à haut volume molaire, le gaz, en molécules à bas volume molaire, le liquide. Donc il y a plus de liquide. Voilà. Oui. Ça, ce sera le cas si jamais la pression est égale à PSDT. Alors en fait, ce sera le cas tant que tu es à l'équilibre. C'est le contraire, c'est-à-dire que la pression va rester égale à PS de T. D'accord. Par contre, si on n'était pas à l'équilibre, on va regarder tous les divers cas. Ce que je veux que vous sentiez déjà, c'est ça. Je vais le faire dans l'autre sens. Je t'écoute. Est-ce que c'est pareil que quand on fait chauffer quelque chose et que ça commence à se transformer? Exactement. En fait, là, c'est le contraire, c'est que la pression reste constante, Okay. donc la température ne bougera pas. Yann. C'est ça que vous montriez la dernière fois avec le mercure. Exactement. En gros, moi, je constatais que quand je pressais ou que je me chose, la pression
montait hors équilibre, ça c'est normal, je fais un truc bizarre, et ensuite le système réagit pour ramener à l'équilibre, à la pression de vapeur saturante. Maintenant, on va le faire dans l'autre sens. Imaginons que mon piston, en fait, je le monte comme ça. Toujours en maintenant la température constante, je fais une transformation isotherme, d'accord, et j'augmente le volume. Tant que je suis à l'équilibre, la pression va rester la même. Qu'est-ce qui se passe, en fait, en vrai, au départ? Le liquide se transforme en vapeur, d'accord? Donc là, on a un truc hyper important. Ce que je suis en train de faire là, c'est une transformation à la fois isotherme et isobare. Le système réagit, donc c'est pas comme un gaz parfait. Un gaz parfait, je vous rappelle qu'une isotherme c'est comme ça, une isobare c'est comme ça, c'est pas avec les mêmes courbes. Mais comme là, vous n'avez pas qu'un gaz parfait, mais un mélange de gaz et de liquide, vous avez à la fois une isotherme et une isobare. Je continue à monter le volume. Si vous comprenez ce qui se passe, le liquide est en train de se transformer en vapeur. Si je continue à monter le volume encore, qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Il n'y aura plus de liquide. Et là, effectivement, on va passer d'un système de variance 1 à un système de variance 2. Auquel cas, même si vous maintenez la température constante, la pression va se casser la gueule au fur et à mesure que vous augmentez le volume, parce que PV égale RT. Tout simplement parce que le liquide ne peut plus fournir. Il n'y a plus de liquide. D'accord? Etc., etc. Si je le fais dans l'autre sens, à un moment donné, je vais faire disparaître la vapeur. Petite remarque, ceci est impossible. On va le voir après. D'accord? Par exemple, quand vous avez une bouteille d'eau, qui est fermée, d'accord? Vous savez qu'au bout d'un certain temps, il y a du liquide qui s'est évaporé pour atteindre la pression de vapeur saturante de l'eau à l'intérieur. C'est-à-dire que même si vous avez mis que de l'air et du liquide, de l'eau, si vous laissez une petite partie au-dessus, le liquide va s'évaporer pour être à l'équilibre. Parce que si la pression est trop faible, le liquide s'évapore. D'accord? Donc ça, on va voir ça. Le plus important, c'est de piger ça. C'est qu'en fait, ceci ne se comporte pas du tout comme un gaz. Autrement dit, quand vous changez le volume, vous n'allez pas réagir en changeant la pression, vous allez réagir en changeant la composition de votre mélange. Petite remarque, la règle des moments que je viens d'effacer vous raconte exactement ça. Quand vous augmentez le volume, quand vous faites monter le piston, vous augmentez le volume molaire total, tout simplement parce que le volume total a augmenté alors que le nombre de moles, lui, n'a pas bougé, le nombre de moles total, hein, on s'entend. Vous augmentez le volume de molaire total, et donc en gros, vous vous déplacez vers un comportement vapeur. Autrement dit, vous augmentez le titre de vapeur. Ouais. Quand on avait parlé de la variance, on avait dit que si jamais il y avait trois Ouais. phases différentes, À l'équilibre. à l'équilibre, on ne pouvait rien. Rien. Donc c'est-à-dire que là, dans ce cas-là, ce serait si on rajoutait en dessous un solide par exemple. En gros, si tu mets de la glace, excuse-moi, de l'eau glacée, de l'eau liquide et de la vapeur d'eau, et que tu laisses le système se mettre à l'équilibre, il faut qu'il ait le droit de le faire. D'accord? Autrement dit, il faut que le piston puisse bouger, enfin, prendre la pression qu'il veut. Tu vas atteindre les coordonnées de ce point-là. La pression de vapeur saturante sera forcément ça. La température sera forcément ça. Terminé en Rien bouger, Bah, pour le coup, dès que tu vas bouger ça, soit le système, en changeant sa composition, est capable de revenir à ces coordonnées-là, soit tu vas détruire l'une des trois phases. Voilà. Oui. Est-ce que si on a un mélange vapeur liquide, Ouais. on va forcément essayer d'aller à l'équilibre? Oui, obligatoirement. Enfin, il va essayer, il va se débrouiller. Après, il peut ne pas y arriver. Petite remarque, chez vous, quand vous faites un mélange glaçon-eau, ou un verre d'eau glacée par exemple, vous n'êtes jamais à l'équilibre. D'accord? À l'équilibre des trois phases en tout cas. Simplement parce que la vapeur d'eau passe sa vie à ça, ça va s'évaporer, ça va machiner, et en fait vous allez finir par faire fondre les glaçons, même si vous êtes à 0 degré. Bon là ça va prendre un peu plus de temps, mais il y a un moment donné, l'eau va s'évaporer. L'eau s'évapore spontanément sur Terre. On est toujours en dessous de la pression de vapeur saturante, c'est pour ça que vous arrivez à faire sécher du linge. D'accord? C'est ça que ça vous raconte. Le fait que vous puissiez faire sécher des objets, que si vous posez un verre d'eau sur une table ce matin et que vous revenez le soir, il n'y a plus d'eau. Ça vous raconte qu'en fait, votre système est en train d'essayer d'atteindre l'équilibre, d'accord? De fournir pour augmenter la pression de vapeur saturante de l'eau, sauf que c'est ouvert, et que l'atmosphère, comme n'importe quelle station barométrique vous le raconte, là, ce qui est écrit, par exemple, on est à 22% d'humidité, ça signifie qu'en fait, la pression actuelle de l'eau est à 22% de la pression de vapeur saturante. Autrement dit, si vous voulez que rien ne sèche, il faudrait multiplier la pression de vapeur de l'eau, la pression partielle de l'eau, par 5. Et là, il se passe un truc, il pleut. Il y a du brouillard, quoi. D'accord? Vous avez l'air qui se met à condenser, quoi. Tout bêtement. On est d'accord? Etc. etc. Ça, c'est le truc le plus difficile. Tout simplement parce qu'il est normal. En fait,
il y a deux étapes. La première étape pour vous jusqu'à présent, c'était on chauffe un truc, la température augmente. Vous avez commencé à piger qu'avec des gaz, il peut se passer des trucs bizarres. C'est-à-dire on peut chauffer des trucs, mais la température ne bouge pas parce que c'est le volume qui machin chose. Ça, c'était déjà un peu bizarre, mais ça va. Et là, c'est l'étape d'après. En fait, votre instinct sur les gaz devient à nouveau faux pour des systèmes diphasés qui peuvent réagir en termes de composition. Voilà l'idée. On est d'accord là-dessus? Voilà. Donc, là, on va faire un truc assez important, et c'est les 3 règles de base. Donc, à l'équilibre. Et à T données. Si P égale PS, ou plus exactement, P égale PS, enfin la pression de vapeur est égale à PS, est équivalent à dire que le mélange est sous quelle forme? Est-ce qu'on a que du gaz, que de la vapeur, que du liquide? Enfin, là ici, c'est ce que je raconte ici, si vous avez la pression qui est la pression de vapeur saturante, alors vous avez un mélange. D'accord? Le mélange est diphasé, le système est diphasé. Si au contraire la pression de vapeur est plus petite que la pression de vapeur saturante. Oui. Si on arrive à un point où justement on transforme tout le liquide en vapeur, et du coup ensuite si on revient à la pression d'avant, le système va se déphaser. Oui, il va se reliquéfier, c'est réversible, tout ceci est tout à fait réversible. C'est des fonctions d'état tout ça, donc grosso modo, si tu retournes aux mêmes coordonnées, tu retomberas sur le même système. On va regarder, on va faire les dessins après, vous inquiétez pas, mais c'est ça. Alors, si la pression de vapeur est plus petite que la pression de vapeur saturante, c'est-à-dire que je pars de cette situation, j'augmente le volume pleine balle, la pression ne bouge pas tant que je suis à l'équilibre, et à un moment donné, ping, le liquide sera complètement évaporé, et il y aura ça. Quelle sera la composition de mon mélange? Il y aura juste de la vapeur. Donc le système est uniquement sous forme de vapeur. Ou plus exactement de gaz, puisque je n'ai plus de liquide, on peut, entre guillemets, plus parler de vapeur. Et là, il y a un troisième cas rigolo. Vous avez pigé ce que je vais écrire. J'ai fait égal, j'ai fait strictement plus petit. Je vais faire strictement plus grand. Si la pression de vapeur est strictement plus grande que la pression de vapeur saturante. Qu'est-ce que je suis censé écrire? On n'a que du liquide, d'accord? C'est le truc de base, d'accord? J'arrive. D'accord? Jusque-là, tout va bien. Mais, puisque le nombre de moles... Si on n'a que du liquide, que vaut le nombre de moles de vapeur? Bah 0, on est d'accord? C'est pas compliqué ça. Mais puisque LV égale 0, qu'est-ce qu'on peut dire de la pression de vapeur? C'est quoi la pression qui est derrière un gaz où il n'y a pas de molécules dedans? 0. Tintin, tintin. Ça ne va pas, d'accord? D'accord? Donc il y a une contradiction. Ce cas est physiquement impossible. Tout liquide, sans aucune forme d'exception, va avoir tendance à s'évaporer pour au moins atteindre la pression de vapeur saturante. Si jamais votre système est ouvert, autrement dit que vous dégagez le truc, tout liquide finira par disparaître sous forme vapeur. D'accord? Ce qui se passe sur Terre, c'est simple. Les mers s'évaporent parce que la pression est toujours trop basse. L'air humide monte et retombe dans une situation où la pression de vapeur saturante est beaucoup plus basse parce que la température est elle-même beaucoup plus basse. Il pleut et retour à la case départ. Le carburant de ça, c'est le soleil qui fait cette machine thermique dans tous les sens. Voilà, vous éteignez le soleil, il n'y a plus de cycle de l'eau. Terminé. Non, et je vous dis ça, là juste petite parenthèse, vous comprenez la puissance de la thermodynamique. Même si je comprends absolument pas comment ça marche, je sais que je fais un moteur, un truc qui tourne, et donc je sais qu'il faut que je foute de l'énergie dedans.
Le seul truc qui fout de l'énergie sur Terre, c'est le soleil. Même si j'ai aucune idée de ce que c'est que le rayonnement, que c'est le machin, que je n'ai aucune idée de ce qui se passe, que c'est froid, la troposphère, le machin, je sais pas du tout, j'en ai aucune idée. Si je sais que l'eau monte et qu'elle finit par redescendre au même endroit, ça signifie que il y a quelque chose qui injecte de l'énergie, la chose qui injecte de l'énergie, c'est le soleil. J'ai pas besoin d'avoir aucune connaissance en astrophysique, ni en hydrologie, ni en géologie, pour savoir ça. Puissance de la thermodynamique, c'est une grande violence, ça. Ouais. Ça veut dire qu'on est quelque chose de réversible, dans le sens où si vous mettez la pression. Pour l'instant, on parle d'aucune grandeur irréversible ici, c'est-à-dire on parle que de grandeur d'état. C'est-à-dire qu'à cet état-là, il se passe ça. Du coup, si par exemple vous avez des pistons là que vous Ouais. montez jusqu'à que la pression, enfin, jusqu'à que le liquide Hmm. s'apporte en avant, Si je le refais dans l'autre sens, et que je reviens au même état, on va avoir le même état. Tout ça, là pour l'instant, on parle que de fonction d'état. On parlera dans une demi-heure du travail et du transfert thermique qu'on va fournir, et là, effectivement, on va commencer à m'en rigoler. Oui, Clément. Ça veut dire qu'il y a toujours une couche infinitésimale de vapeur. Toujours. Si on appuie Toujours. avec le piston. Quoi qu'il arrive, toujours. Et c'est en fonction du volume de liquide, on peut savoir le volume de gaz. Non, absolument pas. Ça va être en fait, c'est le contraire. C'est que tu connais la pression de vapeur saturante. Si jamais tu assimiles ça à un gaz parfait ou à un gaz pas trop dégueulasse, grosso modo, tu vas pouvoir calculer le volume de gaz qu'il faut pour atteindre PS à cette température. Ok. Là, un coup de PV égale RT te donne l'ordre de grandeur. Ok. En gros, c'est ça. C'est très faux. Hein. La vapeur se comporte pas du tout comme un gaz parfait si tu es vraiment à la saturation. Ok. C'est pas, voilà. Mais dans le principe, c'est ça. Voilà. C'était un beau modèle de vapeur, ça marche bien. Donc ce cas est physiquement impossible. Ça, c'est vraiment hyper important à comprendre. Si vous prenez une bouteille d'eau, vous la remplissez à fond, d'accord? Vous fermez le bouchon. Là, le truc va se ménager. Donc bien sûr, il n'y aura pas besoin de beaucoup de molécules, puisque vous avez un volume tout petit, d'accord? Mais le truc va se ménager juste ce qu'il faut pour qu'on atteigne la pression de vapeur saturante de l'eau dans cette histoire-là. Ça, c'est obligatoire. D'accord? Voilà. En fonction de la valeur de la pression de vapeur saturante, surtout ces pertes thermiques, d'accord? Et bien en fait, il va falloir prévoir des soupapes. Pour l'eau, les bouteilles n'explosent pas, ça dépend des gaz, on va dire. Voilà. Et ça, c'est un truc que vous savez. Vous prenez de l'acétone, vous la foutez par terre, vous barrez, vous revenez le lendemain, il n'y a plus rien. Vous prenez de l'alcool, vous foutez par terre, vous revenez le lendemain, il n'y a plus rien. D'accord? Tout simplement parce que dans l'air, il n'y a pas d'acétone, il n'y a pas d'alcool, la pression de vapeur saturante est donc toujours zéro ou à peu de choses près. Donc, vous allez fournir, d'accord, jusqu'à ce que le système soit uniquement sonde de vapeur. Voilà. Et vous pouvez faire des manips comme ça chez vous pour piger. Vous prenez un verre d'eau, ligne, vous remplissez un peu, vous mettez sur votre table de chevet où vous voulez, vous barrez. Si vous rendez l'histoire, il n'y a plus d'eau. Si vous faites la même chose mais fermé, si vous rendez l'histoire, il y a de l'eau. Tout simplement parce qu'il y a un cas où en fait le liquide s'est évaporé pour essayer de faire monter la pression de vapeur saturante de l'eau à ce qu'il faut. Sauf que manque de peau, comme l'air n'est pas humide, vous touillez. Et l'autre, il va saturer, c'est terminé. Au revoir. Ouais. C'est-à-dire qu'en suivant ça, on pourrait avoir tous les océans qui s'évaporent. Non, parce qu'en haut, il fait trop froid. Au niveau de la troposphère, il fait trop froid, donc l'eau recondense dans cette histoire-là. Et ça redescend. Voilà. Mais effectivement, si jamais la Terre était ouverte dans l'espace, oui. De toute façon, petite remarque au passage, c'est le destin littéral de toute planète qui n'a pas de champ magnétique. En fait, le champ magnétique empêche les vents solaires d'arracher l'eau, au fur et à mesure. Voilà. Et fait justement cette inversion de température qui fait que l'eau ne s'évapore pas jusqu'à l'espace. Sinon, plus de flotte. Terminé en bras. Voilà. Donc sans champ magnétique, pas d'eau. Voilà. Terminé en bras. Ça, c'est parenthèse. On est d'accord là-dessus? Ça, c'est hyper important, ce truc-là. Donc, ce qu'on a tracé ici, en fait, c'est la pression de vapeur en fonction de la température. D'accord? Voilà. Quand vous augmentez la température, vous augmentez la pression de vapeur saturante. Tranquillement, mais sûrement. Alors ça vous raconte quelque chose d'extrêmement intéressant. Et on va pouvoir revenir sur le clapeyron et tracer des isothermes. Parce que vous voyez que tout ça, j'ai dit, on a une température donnée. Et on va essayer de comprendre ce qui se passe. D'accord? On peut alors tracer le réseau d'isothermes en clapeyron pour un corps pur biphasé. Alors, je vais faire deux dessins. Je vais d'abord faire une isotherme pour qu'on comprenne ce qui se passe. Donc, on va traduire de façon graphique tout ce qu'on vient de raconter. Et ensuite, on va faire le réseau d'isothermes.
Clapeyron, c'est quoi déjà? C'est PVM. Alors faites attention ici, ça sera la pression de vapeur. C'est la pression partielle de vapeur dont on parle, pas de la pression totale. On est d'accord? Ça, c'est la pression partielle de vapeur. Petite remarque, dans le cadre de notre paragraphe, c'est la pression totale parce qu'on n'a jamais dit qu'il y avait autre chose. On dit que notre système, c'est juste la vapeur et le liquide. D'accord? En général, c'est pas ce qui se passe. En général, quand vous avez une bouteille d'eau ou un verre d'eau, vous avez votre liquide, votre vapeur et l'air ambiant autour. D'accord? Qui lui va réagir comme un gaz parfait. Alors on y va. Le plus simple, donc en fonction du volume molaire. Alors déjà, la partie liquide et la partie vapeur, c'est où? Si on est à bas volume molaire, on sera plutôt en liquide ou plutôt en vapeur? Plutôt en liquide, effectivement. Bas volume molaire, c'est liquide. Et à très haut volume molaire, au contraire, on sera plutôt du côté vapeur. D'accord? Voilà. Donc ici, on sera du côté vapeur, et ici, on sera du côté liquide. On sait qu'entre les deux, il va se passer, en fait, la transition entre le liquide et la vapeur. Quand vous allez augmenter le volume molaire, en fait, c'est juste que vous changez la composition de votre mélange. Plus vous avez de liquide, plus le volume molaire est bas. Plus vous avez de vapeur, plus le volume molaire est élevé. Ça, c'est la première chose. Alors, on y va. On va faire le plus simple. Si on a un équilibre liquide, donc ce que je traçais, c'est une isotherme. D'accord? Donc, l'ensemble des points de ce système à une température donnée. Si je suis dans un mélange liquide-vapeur, si je fixe la température, qu'est-ce que je fixe également? C'est écrit ici. La pression. Donc en gros, en fait, mon isotherme va avoir quelle gueule? Ça va être effectivement une horizontale. D'accord? De là jusque là. Ça, c'est ma partie liquide plus vapeur. Ce point-là, c'est le liquide seul. Vous êtes d'accord avec ça? Là, vous n'avez que du liquide. Et ce point-là, c'est la vapeur seule. Vous êtes d'accord là-dessus? Voilà. Oui. Bah, en fait, en vrai, on va pouvoir tracer des trucs comme ça, ce qui se passe quand on essaie d'appuyer sur le liquide. Et on va comprendre, on va très vite voir ce qui va se passer. Qu'est-ce qui se passe ensuite dans la vapeur? Si vous continuez à augmenter le volume molaire en arrivant là, où il n'y a plus de liquide, ouais. température qui augmente. Alors, c'est une isotherme. C'est une isotherme. C'est la pression qui augmente. Qui augmente quand tu augmentes le volume? Non, qui Diminue. D'accord? Donc en gros, on va avoir un comportement à la PV égale nRT, c'est-à-dire on va retrouver l'isotherme d'un gaz parfait quand vous n'êtes pas trop près du liquide. Et ici, il va se passer un truc un peu bizarre. Il y a d'accord? Il y a une transition ici où, grosso modo, vous n'avez plus des comportements de type gaz parfait et vous allez basculer au liquide. D'accord? Donc c'est à peu près par là, la vapeur seule. Donc là, ici, on a un gaz parfait et c'est une isotherme standard, machin chose. Alors après, en fait, on va comprendre un truc très simple. C'est que quand vous essayez de compresser le liquide, c'est-à-dire diminuer le volume d'un liquide, je vous rappelle que le volume, il est incompressible et indilatable. Autrement dit, vous avez une magnifique divergence, tout simplement parce que vous ne pouvez pas diminuer le volume. C'est pas possible. D'accord? Donc en gros, vous avez une espèce de mélange bizarre, la pression de vapeur saturne va éclater. En même temps, théoriquement, il n'y a plus de vapeur. C'est la conversation qu'on a comme ça. Donc en gros, ici, vous avez vraiment une asymptote verticale à partir du moment où vous considérez vos liquides comme incompressibles. Tout simplement parce que si vous essayez de baisser le volume, bah, en fait, ça va vous demander une pression infinie de faire ça. Donc vous n'allez pas y arriver. Oui. Des nuages? Là, il n'y a que du liquide. Les nuages, c'est... Bah si, c'est là, en fait. Alors en gros, les nuages, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que tu descends la température et tu vas finir par tomber sur que du liquide alors que tu as de la vapeur au départ. Voilà, c'est ça l'idée. On est d'accord sur la courbe de ce truc-là? Donc en gros, si de façon isotherme, vous partez d'un liquide seul et que vous commencez à le chauffer ou à faire des trucs, à augmenter le volume en maintenant la température constante, vous allez d'abord changer la composition, puis ensuite dilater votre système. Oui. Ben, ça ressemble à essayer d'appuyer sur essayer de compresser la table. Vas-y.
tu regardes. C'est à ça que ça ressemble à une pression qui diverge. Voilà. Ce que ça veut dire, c'est que si tu veux faire changer le volume d'un liquide, il te faut une pression infinie. C'est pas une pression qui diverge, c'est juste que c'est une barrière en fait. Tu peux pas aller en dessous. Voilà. Alors, donc, ici, petite remarque, c'est le volume molaire du liquide seul. Et ceci, c'est le volume molaire de la vapeur seule. Ça devrait commencer à vous rappeler des choses. Voilà. Et pour un point donné, par exemple, si vous êtes dans le mélange liquide-vapeur, ici, là, ça c'est le volume molaire de votre mélange. Donc il faut bien comprendre que quand vous commencez à évaporer du liquide, en fait, vous faites déplacer ce point le long de cette horizontale-là. Si vous faites ça de façon isotherme. On est d'accord. Donc quand vous faites bouillir de l'eau, typiquement, vous chauffez de l'eau, d'accord, vous êtes là. Vous allez en fait, d'abord vous avez un truc bizarre, vous allez augmenter la température, il y a tout un mix qui va se passer qui n'est pas très à l'équilibre. À un moment donné, vous allez vous cogner à cette température-là contre la pression de vapeur saturante. Et ensuite, la chose que vous allez faire, c'est ça. Vous allez changer la composition de votre mélange jusqu'à ce que vous ayez transformé tout le liquide en vapeur. On est d'accord? Si ces trois points-là, je leur donne des noms, Elie, je t'écoute en même temps. Pardon? Oui, bien sûr. Si ces trois points-là, vous leur donnez des noms, celle-là, je vais l'appeler L, celui-là, je vais l'appeler V, et celui-là, je vais l'appeler M. D'accord? Et bien, en fait, la règle des moments vous raconte que sur ce graphique ou sur ce diagramme, ça c'est ce qu'on avait vu vendredi, mais que vous n'avez pas noté, en tout cas, vous n'avez pas noté. Sur ce diagramme, la fraction molaire de vapeur, c'est égal tout simplement à la distance Lm sur la distance Lv. Et c'est pour ça que ça s'appelle la règle des moments, parce qu'en fait, c'est exactement la même règle qui est celle qui vous donne le barycentre du poids, avec des pondérations différentes en fonction de vos compositions. Vous comprenez Lm sur Lv? La longueur Lm, c'est Vm moins Vm liquide, et Lv, c'est Vm vapeur moins Vm liquide. C'est la règle des moments. Donc vous pouvez lire directement, vraiment c'est hyper important. Ça signifie par exemple que si vous êtes à la moitié ici de votre segment, ça veut dire qu'il y a la moitié qui est sous forme vapeur, la moitié qui est sous forme liquide. Si vous êtes aux 2/3 de ce segment, ça signifie qu'il y a 2/3 sous forme vapeur et 2/3 sous forme liquide, et 1/3 sous forme liquide. Vous comprenez l'histoire graphiquement? Ça c'est hyper cool. Là. Voilà. Alors, une petite remarque avant de continuer et de faire tout le... Enfin, deux choses déjà. Non, il y a une définition d'abord et une remarque ensuite. Première définition, cette isotherme-là, elle porte un nom particulier, on appelle ça une isotherme d'Andrews. Voilà. Cette isotherme s'appelle isotherme d'Andrews. Donc elle a juste un petit nom. Voilà. Alors, deuxième remarque, le graphique que je viens de vous tracer est relativement faux, sauf si vous êtes très proche du point critique, pour une raison très simple, c'est qu'en fait le volume molaire du liquide en général est très 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 faible devant le volume molaire de la vapeur. Donc en fait ce point-là, théoriquement il est là. Il est quasiment à 0 parce que c'est 1000 fois plus petit. Donc là bien sûr pour qu'on voit quelque chose, je le décale un peu on va dire. En échelle log ça c'est juste, en échelle linéaire ça ressemble vraiment pas à ça. D'accord, donc ça c'est un truc intéressant et c'est une approximation que vous ferez assez régulièrement. Remarque, en général, on n'a que le volume molaire du liquide est très petit devant le volume molaire de la vapeur. D'accord. Ceci permet souvent d'approximer la règle des moments de la façon suivante. La fraction molaire de vapeur est à peu près égale au volume molaire de votre système divisé par le volume molaire de la vapeur. Vous voyez que là je néglige à chaque fois le volume molaire du liquide devant le reste. Petite remarque, j'ai aussi fait l'approximation en haut, d'accord, au numérateur. Tout simplement parce que comme... faut bien comprendre la chose suivante. Comme le volume molaire de la vapeur, c'est 1000 fois celui du liquide, dès que vous avez une fraction molaire qui est supérieure à 10%,
fait, vous avez le volume qui est quasiment intégralement occupé par la vapeur. Vous vous souvenez de la manip avec la cloche à vide? Quand l'eau dans l'Almeyer s'est mise à bouillir, ça a saturé quasiment instantanément le problème. Donc ça a bouilli pendant, je sais pas, 2-3 secondes, et après c'est fini. Et le volume d'eau n'a pas changé en fait, quasiment. Par contre, la totalité du volume, c'est fini, c'était rempli de... Enfin, le volume de la cloche était quand même très très grand par rapport au volume d'eau dans l'Almeyer, etc., etc. Donc grosso modo, très vite, et vous deviez avoir dans cette situation une fraction de vapeur qui devait être de l'ordre de 1%. Genre ridicule quoi, d'accord? Donc dès que vous avez une fraction de vapeur qui est un peu élevée, vous savez que le volume est intégralement rempli par la vapeur. Je vous donne des ordres de grandeur pour que vous vous rendiez compte. Si vous prenez si vous prenez 1 litre, d'accord? Voilà, on va faire 1 litre. Ou plutôt, je vais le faire dans l'autre sens. Oui, si je vais prendre 1 litre. 1 litre, c'est 1 kg d'eau, on est d'accord? 1 kg d'eau liquide, d'accord? Voilà. C'est le bon truc. Non, je vais faire l'autre sens. Je prends 1 gramme d'eau, voilà. Non, c'est juste ça que vous vous rendez compte, voilà. Si vous prenez 1 gramme d'eau, 1 gramme d'eau liquide, ça occupe combien à peu près? Ça occupe 1 millilitre, d'accord? Donc ça, 1 gramme d'eau, c'est vraiment hyper petit, hein, d'accord? 1 gramme d'eau, c'est une demi-cuillère à café d'eau. D'accord? Une cuillère à café, c'est 2 grammes en général, voilà, à la louche, quoi. Donc, 1 gramme d'eau, c'est vraiment un volume tout petit, ok? Mais 1 gramme d'eau, c'est 1/18e de mol. On est d'accord là-dessus? Vu que l'eau, c'est 18 grammes par mol. Donc, on est d'accord sur la 18e de mol? Je vous rappelle qu'à température ambiante, le volume molaire d'un gaz parfait, c'est 24 litres. Autrement dit, 1 gramme d'eau sous forme vapeur, ça occupe 24/18e de litres, c'est-à-dire à peu près 1 litre et des poussières, quoi. D'accord? Donc en gros, 1 gramme d'eau vapeur, ça occupe 1 litre. D'accord? 1 gramme d'eau liquide, ça occupe une demi-cuillère à café. On ne parle pas du tout des mêmes volumes. D'accord? Donc très souvent, les exercices, on vous dira, voilà, je mets tant d'eau dans une enceinte comme ça, est-ce qu'elle peut être sous forme liquide? Et manifestement, non. Tout simplement parce que l'eau a juste pas la place de liquide de tout remplir. D'accord? Donc en général, ce sera extrêmement négligeable. On peut faire la même chose avec des mètres cubes, etc., etc. D'accord? Voilà. Oui. Mais quand on fait des ordres de grandeur comme ça, on ne doit pas préciser la pression, pas de pression. Je suis à pression et température ambiante, c'est pour ça que j'ai dit, donc c'est ça que j'ai fait. Donc je suis à pression ambiante, sans problème. Alors, effectivement, quand vous êtes près du point critique et que le liquide et la vapeur commencent à se ressembler, bah, ça c'est plus vrai. Mais factuellement, pour l'eau, vous êtes très très loin du point critique, donc tout se passe bien. On est d'accord, cette approximation, celle-là, vous la ferez très très régulièrement en exercice. Ça, on évite les problèmes du liquide, etc., etc., de comment ça se partage en volume, ça se partage pas. Il y a la vapeur qui occupe quasiment tout le volume et terminé, au revoir. D'accord? Donc en gros, bah voilà, ça c'est bon, j'ai fini. On va compléter ce truc-là, parce que maintenant, là on en a fait une, et maintenant on va faire le diagramme de Clapeyron, qui s'appelle le diagramme d'Andrews, c'est-à-dire celui-là avec plein d'isothermes pour voir comment ça se passe quand on monte et quand on descend la température. On en déduit le graphique suivant. Donc on est parti. Pression de vapeur en fonction du volume molaire. Donc mes courbes de température vont toutes avoir la même tronche. Donc en gros, je vais les faire comme ça. Donc si on caricature, une ligne verticale, une ligne horizontale, une branche d'hyperbole. D'accord? Si, grosso modo, j'oublie un peu le petit coup d'ici. Qu'est-ce qui se passe si j'augmente la température? Alors, il y a des choses qu'on sait et des choses qu'on ne sait pas. Dans la partie vapeur, cette courbe-là, elle va se déplacer comment si j'augmente la température? Ça, on l'a vu, c'est comme un gaz parfait. Si j'augmentais, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, comme ça, à peu près, d'accord? Voilà. On me le parle. Donc si j'augmente la température, je vais avoir donc une autre courbe qui va être comme ça. D'accord? Si j'augmente la température, celle-là va se déplacer comment? En gros, à plus haute température, si vous voulez être à l'équilibre liquide-vapeur, en fait, c'est mieux de le faire dans l'autre sens. À plus haute pression, il faut une température plus élevée pour être à l'équilibre. Donc, ce qui raconte qu'à plus haute température, c'est une pression plus élevée. Donc, votre truc va être comme ça. D'accord? Donc, plus subtil, le truc recule doucement. Ça, c'est pas évident. C'est comme ça. D'accord? Et vous avez un liquide
Qu'est-ce qui se passe si vous augmentez la température? Qu'est-ce qui se passe sur le volume d'un liquide si vous augmentez la température très légèrement? Il prend plus de place, il se dilate, d'accord? Donc en gros, votre barrière, elle est un tout petit peu décalée vers la droite. D'accord? Voilà. Une fois que vous avez pigé, pour en faire plein, on est comme ça. D'accord? Etc. Comme ça. Ok. Alors maintenant, on va parler des divers points. Ces points-là, là. Ça, en termes de composition, ça correspond à quoi? Qu'est-ce qu'on a à ce point-là? On a beaucoup de liquide, beaucoup de vapeur. On a quasiment que de la vapeur et on a un pouillou de liquide. D'accord? Donc là, en fait, vous avez votre première goutte de liquide. Donc en gros, vous avez de la vapeur et à un moment donné, quand vous atteignez ce point-là, vous commencez à voir du liquide apparaître. Ça porte un nom, ça s'appelle le point de rosée. Parce que la rosée, c'est ça. Vous avez de la vapeur et bing, vous avez du liquide qui apparaît. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Ces points-là, là. C'est quoi la composition du mélange ici? Il y a quasiment que du liquide et effectivement, vous êtes à la première bulle de vapeur. Ça porte un nom, ça s'appelle le point d'ébullition. On est d'accord? Entre les deux, vous avez un mélange liquide-vapeur. Si je relie tous ces points ensemble, voilà ce que j'obtiens. C'est le dernier, ne vous inquiétez pas. Si je relie ces points ensemble, je vais essayer de garder les mêmes couleurs que tout à l'heure. J'ai mis du bleu d'un côté et du orange de l'autre. Vous allez avoir d'un côté un truc qui monte très verticalement, comme ça. D'accord, voilà. Et de l'autre côté, quelque chose qui a une tronche un peu bizarre, comme ça. Ça se rejoint où, à votre avis? Au point critique, tout à fait. Parce que le moment où le gaz et le liquide ont les mêmes propriétés, c'est le point critique. Ce truc-là porte un nom, ça s'appelle la courbe d'ébullition. Et ce truc-là porte un nom, ça s'appelle la courbe de Rosée. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'à très haute température, le point d'ébullition est le point de... Il n'y a plus d'ébullition ni de rosée. Ok. C'est ce qu'on a vu avec la cellule que j'ai chauffée. Si vous dépassez le point critique, il n'y a plus de différence entre le liquide et le gaz. Ah, ok, d'accord. Donc en gros, mais t'inquiète pas, j'ai retracé les isothermes, hein, je suis pas méchant. Donc, si je prends une isotherme classique, celle-là, elle va faire comme ça. D'accord? Donc sous le dôme, vous êtes en liquide vapeur. À l'extérieur du dôme, à gauche, vous êtes en liquide. À l'extérieur du dôme, à droite, vous êtes en vapeur. D'accord? Je peux en faire un deuxième ici. Et vous allez avoir un truc assez rigolo. C'est déjà ce qui se passe là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'isotherme critique. Et l'isotherme critique, elle a une tangente horizontale au niveau de C. Ça c'est hors programme, mais au moins, voilà. Ça, c'est l'isotherme critique. Et au-dessus, bah, vous avez des trucs bizarres qui sont comme ça. Et vous passez continuellement du liquide à la vapeur sans qu'il y ait au milieu de mélange diphasé. Ça, c'est ce qu'on a vu vendredi ensemble. Je venais avec le truc que j'ai chauffé avec le sèche-cheveux là. Donc en gros ici, donc, pour répondre à c'était Thomas qui a posé la question, en fait, il y a plus de point d'ébullition et de point de rosée. Il y a juste un passage continu d'un comportement liquide à un comportement vapeur. Voilà, il n'y a pas de séparation nette entre les deux. Ça, c'est un truc très bizarre pour vous. C'est un truc que vous ne voyez jamais dans votre vie quotidienne. Dans votre vie quotidienne, vous êtes à la flotte, vous êtes ici. D'accord? Je ne connais pas la pression critique de l'eau, mais je pense que c'est de l'ordre de la centaine de bars. Si je ne me trompe pas, je vais juste vérifier ça. Je l'ai vérifié l'autre fois, mais j'ai pas le...
j'avais pas le haut du graphique. Voilà. La pression, oula, c'est énorme. La pression critique de l'eau, c'est 220 bars. C'est pas dans votre cuisine, du tout. D'accord, voilà. Oui. Donc on est au point critique avec l'objet que vous nous avez montré. Si on continue à chauffer à l'infini, Bah, chauffer à l'infini, tu vas finir par te retrouver par là, probablement. Donc, grosso modo, un truc qui ressemble à de la vapeur, quoi. Mais il n'y a pas de différence entre les deux. De toute façon, tu as un liquide qui occupe tout l'espace, un gaz qui est un peu serré. donc ça bouge pas. Donc bon, lequel des deux, on sait pas. Oui. Et si on se place au fond des océans, à côté de volcans. Ça peut marcher, tu peux faire, c'est une des meilleures façons de faire des manips sous pression. Enfin, sauf que les gens meurent. Donc il vaut mieux faire ça en laboratoire. Voilà. Non, on est capable d'atteindre des pressions absolument considérables en laboratoire, c'est pas la peine d'aller au fond des océans. Voilà. Et a priori, il n'y a pas de vapeur d'eau effectivement au fond de l'océan. De toute façon, la pression est trop forte, la température est trop forte. D'accord, il faut aussi être en température très élevée. Au fond des océans, c'est 4 degrés. Donc t'es là. Ça y est. Je crois que j'ai raconté tout ce que je voulais vous raconter. Enfin non, mais voilà, courbe d'évolution, fractionnaire de vapeur, règle des moments, ok, d'accord, bon, pourquoi ça revient ici? Superbe. Le kit C peut pas, ok, vous retrouvez vos petits. Ok, l'approximation. Voilà, superbe. Donc, maintenant qu'on a fini la description des systèmes diphasés, puisque pour l'instant on n'a fait que de la description, c'est que de la phénoménologie, il va falloir qu'on s'intéresse à la thermodynamique du problème. En particulier, essayer de paramétrer le fait que vous devez fournir de l'énergie sous forme thermique pour faire une évaporation. Donc on est parti. C'est donc 4D, c'est ça? 4D, thermodynamique du changement d'état. Du corps. Je change de craie. Bien. Alors, l'idée est la chose suivante. Je vais donc, vous voyez que dans les deux paragraphes précédents, j'avais dérivé vers mélange liquide-vapeur. D'accord. Là, je vais revenir dans le cas général parce que, bien entendu, vous êtes capable de faire fondre des glaçons. Enfin voilà, donc on va essayer de parler de tous les changements d'état possibles. Donc, je reprends la généralité, je remets tout. Donc, soit un corps pur, diphasé, sous deux phases que je vais appeler alpha et bêta, comme j'avais fait vendredi, si je ne me trompe pas. D'accord, alpha et bêta. Toujours avec la même convention, alpha est plus condensé que bêta. Donc, avec alpha appartenant à solide ou liquide, et bêta appartenant à liquide ou vapeur. Donc autrement dit, la transition de alpha vers bêta est soit une sublimation, soit une fusion, soit une évaporation, ou une ébullition. Okay. Voilà. En gros, vous passez d'un état ordonné à un état moins ordonné. Vous comprenez les mots ordonnés de ce point de vue-là? D'accord, hein, le solide c'est très ordonné, le liquide c'est un peu entre les deux, et le gaz c'est le bordel son. D'accord. Voilà. Ok. Donc, ce qu'on a constaté expérimentalement, c'est vendredi, c'est que quand j'ai fait bouillir de l'eau, vous savez, c'était là, d'accord? Vous savez, le truc qui était censé être la manip la plus facile et qui a celle qui a le moins marché, parce que j'ai eu des problèmes de puissance. Okay. Donc, grosso modo, j'ai fait bouillir de l'eau, et ce qu'on a donc constaté, c'est qu'à un moment donné, sous pression constante, on avait une isotherme, la température ne bougeait pas, on faisait une transformation qui était monobar et qui finissait par être isobar en termes de pression partielle de vapeur. Donc, je vous rappelle tout le process, hein. On chauffe de l'eau, la température monte. À un moment donné, ça se met à bouillir. La température continue de monter très légèrement jusqu'à ce que le ballon soit saturé en vapeur d'eau. Donc là, on est sûr qu'on a atteint la pression de vapeur saturante. Enfin, en tout cas, que la pression totale, c'est la pression de vapeur saturante parce qu'il n'y a plus rien d'autre mis à part de l'eau. Encore une fois, ça n'arrive jamais au-dessus de l'eau de casserole. Il faut que vous ayez un truc plus fermé que ça pour que l'air ne vienne pas remplacer au fur et à mesure les choses. Et une fois qu'on avait ça, on était donc dans une transformation qui était
monobar, isobar en eau et isotherme. On est d'accord là-dessus? Voilà. Et quand on faisait ça, on continue à fournir du transfert thermique. D'accord? On continue à chauffer, pour parler plus trivialement. D'accord là-dessus? Ça signifie donc qu'il existe une grandeur, d'accord, qui correspond au transfert thermique dans ces conditions-là. Alors maintenant, on est parti. Lors de l'évaporation isobar, et donc je mets entre parenthèses, et donc isotherme, l'évaporation, pardon, lors du passage de alpha vers bêta, pardon, isobar et donc isotherme, on a Q est égal à quoi? Q c'est égal à la variation de quelle grandeur l'état lorsque vous êtes en train de faire une isobar. Raté. Pas dans une isobar, ça c'est dans une isocore justement. C'est l'autre. C'est l'autre, c'est pour ça qu'on l'a inventé d'ailleurs. Oui. Oui. Transfert thermique isobar, il y a des gens? Vous vous souvenez pas? Ouais. C'est effectivement la variation d'enthalpie. C'est delta H. D'accord? Donc, pareil, je mets du vers F comme ça. Oui. Pourquoi, par exemple, quand on atteint ce cas-là avec du lait, Ah, parce que le lait est loin d'être un corps pur. D'accord. Déjà pour commencer. Et en fait, il se passe un truc très très con dans le lait, c'est vrai de tous les... Alors ça marche avec le lait, en fait, en gros, les pellicules graisseuses vont empêcher le gaz de monter. En gros, ça fait un ballon au-dessus, ça fait un couvercle, et donc tu vas entraîner en fait l'intégralité du truc avec ça. En fait, et ça finit par déborder, tout simplement parce que le gaz s'évacue pas, enfin en tout cas monte toute la partie graisseuse dans cette histoire. C'est un grand classique. Alors, faites vachement gaffe, hein. La thermodynamique des mélanges, des changements d'état de mélange, c'est vachement plus drôle. Hein. D'accord? Donc là, on est dans le corps pur. Voilà. Mais après, il y a plein d'autres problèmes. Il y a ça va dépendre de la composition, ça dépend des mélanges. Il y a des trucs qu'on appelle des azéotropes. C'est comme ça qu'on fait de la distillation. Enfin voilà, ça devient vachement plus drôle quand vous commencez à faire des mélanges de corps pur. D'accord? Donc pour l'instant, déjà, corps pur sous deux phases, on va rester simple. On est d'accord là-dessus? Qu'est-ce qui se passe durant ce process? En fait, durant ce processus, vous faites changer d'état un certain nombre de moles. D'accord? Donc en fait, on a durant cette transformation un passage de N alpha vers bêta durant la transformation de l'état initial à l'état final, de la phase alpha à la phase bêta. D'accord? C'est ça l'idée. Et la variation d'enthalpie, comme l'enthalpie est une fonction d'état, en fait, c'est tout simplement dû au fait que vous avez une partie de l'enthalpie de la phase alpha qui va disparaître et une partie de l'enthalpie de la phase bêta qui, au contraire, va apparaître. D'accord? Donc ça, c'est assez simple. Or, H étant d'état et additive. Alors, d'état, parce que comme ça, je m'en fous de ce qui se passe dans le processus en tant que tel. Ça ne m'intéresse pas trop. D'accord? Et additif, parce que comme ça, je vais pouvoir additionner les deux sous-systèmes. En fait, delta H, c'est la variation d'enthalpie du liquide plus la variation d'enthalpie de la vapeur. Ça, c'est le caractère additif de cette histoire. Et le caractère d'état me raconte tout simplement qu'en fait, cette variation d'enthalpie, elle est uniquement due au fait que vous avez perdu de la matière. Je vous rappelle que votre système n'a changé ni de température, ni de pression. Autrement dit, le système, lui, en tant que tel, dans ses grandeurs intensives, n'a pas bougé.
D'accord? Donc, quelle que soit la façon dont vous faites ce changement d'état, ça c'est pas très très grave. Mais en fait, il s'avère que les variations d'enthalpie sont uniquement dues aux variations de composition. Donc là, on va y aller. On va écrire ça doucement. Or, la variation d'enthalpie du liquide, bah, c'est tout simplement égal en fait à la variation du nombre de moles du liquide enfin, c'est pas du liquide. Pourquoi je mets liquide à chaque fois? Personne ne me dit rien. C'est alpha, bêta. Excusez-moi. Je reste sur liquide vapeur, mais il faut que ce soit générique quand même. Donc, les variations de l'enthalpie de la phase alpha, c'est tout simplement la variation du nombre de moles de la phase alpha multiplié par l'enthalpie molaire de la phase alpha. Puisque entre le début et la fin, ni la température ni la pression n'ont changé. Donc ce truc-là ne bouge pas. La seule chose qui bouge, c'est ça. Et si je fais la même chose pour la phase bêta, vous avez en fait que la variation d'enthalpie de la phase bêta, c'est la variation de son nombre de moles, d'accord? Si vous voulez mettre des parenthèses pour être sûr de ce qui se passe, multiplié par l'enthalpie molaire de la phase bêta. Il n'y a pas un rapport entre ces deux trucs-là? Si? Ça, c'est la variation du nombre de moles de la phase alpha, et ça, c'est la variation du nombre de moles de la phase bêta. En fait, les deux sont opposés, effectivement. Et d'ailleurs, ça, c'est une relation qu'on a vue ensemble la semaine dernière. Il s'avère qu'en fait, ce truc-là valent ce truc-là au signe près. Delta n alpha, ça vaut l'opposé de ça. Delta n bêta, ça vaut ça. D'accord? Donc, en gros, or, ça, je vous le rappelle, la variation de bêta entre l'état initial et l'état final, c'est l'opposé de la variation de alpha entre l'état initial et l'état final, et c'est égal tout simplement, je l'ai noté comment? Voilà, au nombre de moles qui sont passés de la phase alpha à la phase bêta entre l'état initial et l'état final. Si je regroupe tout ça, je me retrouve avec le fait que la variation d'enthalpie totale de mon système, c'est égal au nombre de moles qui sont passés de la phase alpha à la phase bêta entre l'état initial et l'état final, multiplié en fait par la différence entre l'enthalpie molaire de la phase bêta et l'enthalpie molaire de la phase alpha. Voilà. Ce truc-là porte un nom. Ça s'appelle l'enthalpie molaire de changement d'état. Et ça se note Lm de alpha bêta. On pose alors, c'est quoi ce terme bizarre, Lm de alpha vers bêta, qui vaut tout simplement la différence d'enthalpie molaire entre les deux phases. D'accord? Et ce truc-là s'appelle enthalpie de changement d'état. Je vous donne aussi l'ancien vocabulaire. L'ancien vocabulaire, c'était chaleur latente. Je vous rappelle que le nouveau programme veut expulser le mot chaleur d'à peu près partout. D'accord? Maintenant, on appelle ça l'enthalpie de changement d'état. Mais si jamais vous m'entendez prononcer le mot chaleur latente, parce que je suis vieux, c'est la même bestiole. D'accord? Donc, si je réécris toutes mes formules dans cette histoire-là, donc, delta H entre un état initial et un état final, c'est l'enthalpie de changement d'état multiplié par le nombre de moles. Voilà. Et pour une isobare isotherme, eh bien en fait, le transfert thermique, c'est égal à ça. Oui. Du coup, c'était défini comment la chaleur? Juste la chaleur. Ah, ça s'appelait la chaleur, tout court. Et... C'est transfert thermique, c'est Q. Ok, C'est Q en c'est fait. ça, ok. C'est Q. Ce qu'on appelait chaleur avant, c'est Q. Voilà. Oui. Il manque très nettement un M ici. Je te remercie. D'ailleurs, je l'ai mis dans l'autre sens. Voilà.
En gros, ce que ça vous raconte, c'est que si vous faites une transformation isobar et isotherme, c'est dégueulassement écrit cette histoire, et bien en fait, le transfert thermique que vous devez fournir, c'est égal à tout ce truc-là. D'accord ? Faites attention, ça ne correspond pas à l'énergie interne, à la variation d'énergie interne, tout simplement parce que une fraction de l'énergie que vous fournissez sous forme thermique sert à expandre la vapeur dans l'atmosphère ambiante, donc à pousser le piston, en gros. Et donc vous avez une partie qui fonctionne sur le travail. D'accord ? Delta U, c'est exactement à ça, moins le travail d'expansion. Oui. Et par contre, là, il n'y a pas de... Si, il y a un M aussi, je l'ai oublié 2 fois. Même cerveau, même erreur, à 5 secondes d'intervalle, pas de problème. D'accord. Voilà l'idée. D'accord. Donc vraiment, c'est extrêmement important à comprendre ces deux relations-là. Faites attention, celle-là est toujours vraie, parce que c'était une relation entre des fonctions d'état, donc il se passe, on s'en fout de la transformation. Ça n'est vrai que pour une isobar isotherme. D'accord. Donc autrement dit, si vous commencez à faire des bêtises et des trucs irréversibles, ça c'est plus vrai. Voilà. Alors, petite remarque, vous voyez que là j'ai raisonné uniquement avec les nombres de moles, et donc avec les enthalpies molaires de changement d'état. Est-ce que j'ai besoin de vous convaincre fortement que j'aurais pu faire la même chose ici, au lieu de le faire avec les grandeurs molaires, j'aurais pu le faire avec les grandeurs massiques. C'est la même chose, d'accord? Donc je vais vous donner directement les formules, hein, c'est pas la peine, mais c'est exactement le même raisonnement. Donc à l'attaque, en massique, on se retrouve avec les relations suivantes. Donc la variation d'enthalpie entre un état initial et un état final, c'est tout simplement égal à L de alpha vers bêta multiplié par la masse qui transite de alpha vers bêta entre l'état initial et l'état final. Donc vous voyez qu'on est passé en massique. Je vous mets la définition à l'arrache comme ça. Ça, à votre avis, c'est quoi? Ça s'appelle comment ce petit L? Il suffit de... Ah bah parce que j'ai oublié un bout ici en plus. Molaire, ça serait bien que pardon. Oh, tout le monde, signal fort. J'ai oublié molaire ici, puisque c'est molaire. C'est un molaire de changement d'état. Donc je casse tout mon effet, vous êtes capable de deviner la suite, mais c'est pas grave. Donc ça, là-bas, c'est l'enthalpie massique de changement d'état. D'accord. Et ça, c'est la masse qui transite. Voilà. Et on a bien sûr la même chose pour une isobar isotherme. Le transfert thermique de l'état initial à l'état final peut tout simplement L de alpha vers bêta fois la masse qui transite de la phase alpha vers la phase bêta de IAF. Je fais une remarque finale qui est extrêmement importante avec nos hypothèses. Alors, deux remarques en fait qui sont importantes. Qu'est-ce que je peux dire de l'enthalpie molaire de bêta vers alpha en fonction de celle qu'on a utilisée depuis tout à l'heure? Vous voyez, j'ai inversé les deux indices là. C'est effectivement l'opposé de l'enthalpie molaire de alpha vers bêta. Ça, c'est un truc qui pour vous n'est pas du tout instinctif. Si vous devez fournir de l'énergie pour faire évaporer de l'eau, ça signifie que quand la vapeur d'eau se condense, elle vend de l'énergie dans l'autre sens. C'est exactement la même quantité. D'accord? Ça, c'est un truc vraiment... Alors, il y a un effet du quotidien, entre guillemets, qui marche comme ça, c'est le caramel. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont déjà fabriqué du caramel? Oui. D'accord? Est-ce que vous connaissez la règle numéro 1 sur le caramel? On ne le goûte pas. On ne le touche pas. On ne le touche pas, d'accord? Jamais. D'accord? Donc le caramel, bien sûr, c'est 160 degrés à peu près, la température de caramélisation, c'est entre 170, c'est chaud, mais c'est pas le problème. Des trucs à 160, vous pouvez en fait les prendre sans vous brûler gravement. C'est pas le truc le plus malin que vous puissiez faire dans la journée, mais si vous avez déjà fait par exemple la cuisine à l'huile, vous pouvez prendre des projections d'huile sur les mains et vous finissez pas aux urgences, quoi. D'accord? Bien sûr, plongez pas vos mains dedans, ça se passe pas moins bien en général. On est d'accord? Dans le cas du caramel, c'est pas la température le problème, c'est que le caramel solidifie en même temps.
Autrement dit, l'intégralité de l'enthalpie de changement d'état de fusion, vous vous la prenez en pleine tête là. Le truc va balancer de l'énergie dehors pour passer de l'état liquide à l'état solide. Quand vous passez de l'état liquide à l'état solide, vous balancez de l'énergie. D'accord? Ça, c'est vraiment un truc extrêmement important à comprendre. Tout simplement parce que pour passer de l'état solide à l'état liquide, il faut que vous fournissiez de l'énergie. Ceci est essentiellement réversible. D'accord? Donc ça, vraiment, c'est un truc important donc, à retenir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'avec nos hypothèses sur les phases, l'enthalpie molaire pour aller de alpha vers bêta est strictement positive. Ça, c'est un truc qu'on constate. Si vous voulez passer du solide au liquide, il faut fournir de l'énergie. Si vous voulez passer du liquide à la vapeur, il faut fournir de l'énergie. Si vous voulez passer du solide à la vapeur, il faut fournir de l'énergie. Donc si vous passez d'une phase ordonnée à une phase désordonnée, l'enthalpie de changement d'état est toujours strictement positive. Ça vous raconte également que l'enthalpie dans le temps, c'est toujours négatif. Enfin, ça, c'est pas fou, cette histoire. Ça, c'est le deuxième truc, c'est vraiment important. Le troisième truc qu'il est extrêmement important à retenir, mais surtout d'un point de vue mémoire, c'est la chose suivante. C'est une remarque finale. Pour l'eau, je vais faire pour 1 kg d'eau. Si vous prenez 1 kg d'eau, et d'eau liquide, surtout. Si vous voulez élever de 1 degré 1 kg de liquide, ça c'est pas très compliqué, il vous faut en fait 1000 calories. C'est la définition. Je rappelle qu'une calorie c'est pour élever 1 gramme d'eau d'1 degré. Donc élévation de 1 degré, c'est pas très compliqué, c'est 1000 calories. Et je vous rappelle qu'une calorie c'est 4,18 joules, donc ça fait en fait 4,18 kilojoules. On est d'accord? Voilà. Voilà ce qu'il vous faut pour élever de 1 degré. Donc si vous voulez par exemple élever de l'eau de, je sais pas, par exemple vous faites bouillir de l'eau, vous sortez l'eau du robinet, d'accord, vous faites bouillir ça, vous faites monter ça. Donc si on veut aller de 0 à 100 degrés, on suppose que vous sortez de l'eau du frigo, c'est pas très malin, mais bon voilà, d'accord. Donc de 0 degré à 100 degrés, ça correspond donc à combien en termes d'énergie? Tout simplement à ça multiplié par 100. Donc vous êtes à peu près à 418 kilojoules. D'accord? Évaporation de 1 kg complète, d'accord? Vous ne connaissez pas la valeur, mais je vais vous la donner. Donc c'est l'enthalpie massique, puisqu'on est pour 1 kg. D'accord? De vaporisation. Ça, c'est égal à 2,25 mégajoules. Pas censé le connaître par cœur. Vous voyez que grosso modo, entre ça et ça, il y a un facteur 10. Autrement dit, si vous prenez 1 kg d'eau dans une casserole, il est complètement normal que ça soit relativement rapide de la porter à 100 degrés et qu'ensuite il soit relativement lent de la faire évaporer complètement, tout simplement parce qu'il vous faut 10 fois plus d'énergie pour la faire vaporiser complètement que pour la faire vaporiser complètement que pour la faire s'échauffer. Ceci vous explique également pourquoi le mécanisme de régulation thermique que l'intégralité des mammifères possède, à savoir la transpiration, est un mécanisme extrêmement efficace. Tout simplement parce qu'il vous suffit d'évaporer des quantités faibles de liquide pour mobiliser des énergies considérables. Le mécanisme de transpiration, il est extrêmement simple. Il fait chaud. Donc au départ, c'est un truc très simple. Le corps humain, vous devez maintenir votre température interne à 37 degrés. Donc grosso modo, votre température extérieure à 36, c'est des patates. Voilà. Donc tant que la température extérieure est bien inférieure à 36, d'accord, vous vous refroidissez tout simplement par convection. D'accord? Tout bêtement. Voilà, ça marche. Quand la température commence à arriver vers 36 degrés ou quand votre production d'énergie interne commence à être trop importante pour que ce mécanisme-là soit suffisant, vous transpirez. D'accord? Petite remarque, en fait, vous transpirez en permanence. La seule question, c'est est-ce que ça marche? D'accord? C'est-à-dire, est-ce que la transpiration s'évacue au fur et à mesure? Ou est-ce qu'à un moment donné, il y a tant que la nature peut faire. D'accord? Donc, quand vous commencez à avoir trop chaud, vous transpirez et en fait, vous évaporez de l'eau.
Vous n'avez strictement rien, et donc finalement, l'eau pour s'évaporer a besoin de ça comme énergie. D'accord? Et ça, elle va le pomper où? Dans votre organisme. D'accord? C'est la raison pour laquelle, quand vous êtes mouillé et qu'il y a du vent, vous avez froid. Déjà, enfin, vous avez remarqué ça, d'accord? Quand vous êtes sorti du bain, de la douche, de n'importe quoi, s'il y a un courant d'air, vous avez vachement plus froid que si vous n'êtes pas mouillé. Tout simplement parce que le vent va baisser la pression de vapeur dans l'air, donc accélérer le processus d'évaporation de l'eau. Donc, vous, ce que vous ressentez, c'est la puissance perdue. Donc, vous avez plein d'eau qui s'évapore, donc vous avez froid. C'est ça le principe. Pour toute personne qui a déjà fait au minimum 3 tâches ménagères dans sa vie, vous savez que pour faire sécher du linge, c'est mieux qu'il y ait du vent. D'accord? C'est mieux qu'il pleuve pas. Non mais, même si vous êtes à l'abri, en fait. C'est-à-dire que s'il pleut, la pression partielle de vapeur est celle de la pression de vapeur saturante, et donc vous évaporez que dalle. Mais si vous augmentez la température, je ne parle même pas d'être au soleil pour l'instant, si vous augmentez la température, vous augmentez la pression de vapeur saturante de l'eau. Autrement dit, vous augmentez la place que vous avez pour de la vapeur d'eau au-dessus. Donc ça sèche plus vite. S'il y a du vent, vous diminuez la pression de vapeur dans l'air, et donc elle est encore plus loin de la pression de vapeur saturante, donc vous évaporez plus vite. Si vous êtes au soleil, c'est facile, vous balancez de l'énergie, donc de toute façon, voilà, ça marche. Okay. Ouais. Pour le vent, il y a aussi l'effet de convection. Il y a l'effet de convection, mais l'effet majoritaire, c'est l'effet de pression. C'est aussi la raison pour laquelle, et vous le savez très bien, si vous commencez à essayer de faire sécher du linge dans une pièce fermée, ça ne marche pas. Tout simplement parce qu'à un moment donné, vous allez saturer l'air à l'intérieur, d'accord? Et puis, le temps d'évacuer ce truc-là, ça va être très lent, d'accord? En général, sauf si vous avez envie de sentir l'égout toute la journée, il faut en faire votre lessive. Voilà. Parce qu'il y a plein de choses qui profitent de l'humidité ambiante et stagnante dans les vêtements. On est d'accord là-dessus? C'est un mécanisme énorme. On va faire un autre calcul. Si je prends une tonne de béton, d'accord, un bon bloc, d'accord, et que je veux le monter en haut de la tour Montparnasse, 220 mètres de haut. Y a-t-il un rapport? Peut-être. D'accord, on ne sait pas. Donc je prends une tonne, d'accord, et je vais le monter en haut de la tour Montparnasse, 220 mètres. Ok, l'énergie potentielle associée, c'est mg delta h. D'accord. Donc M, on a 10 puissance 4. D'accord. Non, une tonne, pardon, j'ai dit pas 10. Une tonne, pardon, 10 puissance 3 kg. G, c'est 10 mètres secondes moins 2, donc ça fait 10 puissance 4 pour la force en newton. Et multiplié par 220 mètres, d'accord, donc 2 10 puissance 2, ça vous fait 2,10 puissance 6. On est d'accord? Ceci est la même énergie qu'il vous faut pour monter une tonne en haut de la tour Montparnasse. Les énergies mécaniques sont des énergies très, très faibles. Les énergies thermiques, à partir du changement d'état, sont des énergies très fortes. D'accord? Ça, là, c'est-à-dire que si vous imaginez un dispositif en disant, je vais prendre une masse, je vais la mettre très, très haut, d'accord? Je vais la lâcher du haut de la tour Montparnasse et je vais faire touiller une hélice pour faire évaporer l'intégralité de la flotte, d'accord? La masse qu'il faut que vous utilisiez du haut de la tour Montparnasse, c'est quand même pas petit, c'est une tonne. C'est la raison pour laquelle, le soir, en rentrant chez vous, quand vous voulez vous faire des pâtes, vous ne sortez pas un fouet et vous dites pas, tiens, je vais réchauffer ça. C'est aussi la raison pour laquelle faire cuire un poulet à coups de claque, c'est compliqué. Parce que c'est les mêmes genres d'énergie. D'accord? Voilà. Je sais, cette manip existe. Donc voilà. Et il a réussi, donc je dis c'est compliqué, maintenant pas impossible. Avant je disais c'est très compliqué, maintenant ça marche. Mais il faut vraiment se faire chier, d'accord? Mais ça fonctionne. On est d'accord là-dessus? Vous voyez cette histoire? Ça c'est important que vous reteniez cet ordre de grandeur. Mais c'est génial. Trop bien. Je pense qu'on est bon. Voilà. Ceci termine l'intégralité de la partie premier principe du cours de thermodynamique. D'accord? Donc, en particulier, tout ce qui est toute la première planche d'exo est abordable avec ce qu'on vient de faire ici. Il y a une deuxième planche d'exo en cours. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Et j'hésite à... Bon, on va continuer, on n'a que ça à faire. Hein. Voilà, c'est parfait. Et donc, on va basculer dans le chapitre 2. On était dans le chapitre 1, si je ne me trompe pas. Il s'appelle comment ce chapitre déjà? Premier principe. Base de la thermodynamique. Ah, ok. Le premier principe, c'était quoi? C'était un grand 1, un grand 2? J'ai envie de dire un grand 2 parce qu'on a un grand
Voilà. Il est où le premier principe dans cette histoire? Vous vous souvenez? C'est grand 2, il s'appelle le premier principe? D'accord, ok. Bon, bah alors je vais faire un grand 4, je suppose que je dois avoir un grand 3 qui se balade. Alors c'est comment? Non mais mon plan il est éclaté au sol, j'ai l'impression, cette année. Oui, je sais, mais là, grand 3 c'était études de système thermodynamique, c'est ça? Ok, d'accord. Donc grand 4. Alors, je pourrais vraiment faire un... Quoique, est-ce que c'est vraiment une histoire de coquetterie, là. Est-ce que je change de chapitre ou pas? Mais de toute façon, c'est le même paragraphe, c'est juste l'ordre qui change. Ok, je change de chapitre. Allez, j'ai envie. Allez, soyons coquets, changeons de chapitre. Voilà. Donc, je vous rappelle que votre planche de questions de cours inclut l'intégralité des questions de cours de thermodynamique. D'accord? Donc là, ça correspond au grand 5 de vos questions de cours. Par contre, on aura une deuxième planche d'exo sur le sujet. Chapitre 2, second principe et machine thermique. Second principe. Alors, je vais vous parler de quelque chose qu'on reverra après, à savoir les deux détentes de Joule. D'accord? Mais là, je vais vous montrer ce truc-là parce que c'est extrêmement important. Donc, premier exemple, détente de Joule-Gay-Lussac. C'est le Gay-Lussac, voilà, c'est comme ça. Et il y a Joule aussi au passage. D'accord. Donc Joule, vous le connaissez, d'accord? C'est celui qui a donné son nom Et Gay-Lussac a donné son nom à une rue de Paris. Voilà, la rue Gay-Lussac. Voilà. Pour les fans de Gottlieb, un chien. Voilà. Je crois que c'est un chien. Ouais, c'est un chien. Si vous ne connaissez pas Gottlieb, c'est que vous êtes trop jeune, mais ça, c'est... Vous pouvez pas faire grand-chose. Donc, l'idée est la chose suivante. Alors ça, c'est une détente historique assez classique, d'ailleurs, c'est très simple. Donc, on considère le dispositif suivant. Alors, le dispositif est très simple. Vous avez une enceinte. Qu'est-ce qui se passe quand je mets une double paroi comme ça? Ça veut dire quoi, en fait? Effectivement, votre enceinte est calorifugée, adiabatique, ce que vous voulez, machin chose. Voilà. Donc ça, en fait, c'est adiabatique. Et votre enceinte, elle est divisée en deux par une paroi. D'accord? Cette paroi est brisable, amovible, ou en tout cas, on peut ouvrir un trou dedans sans travail particulier. Alors, il y a plein de façons de le faire. La version moderne, c'est on met une bobine alimentée avec un courant, d'accord? On met un aimant de l'autre côté qui bouche un trou, et on coupe le courant. Et l'aimant, il tombe et ça ouvre le trou. Voilà, par exemple. Il y a plein de façons de faire, voilà. On peut imaginer qu'on perce, qu'on fait quelque chose. En tout cas, on est capable d'ouvrir à un moment donné la paroi sans intervention extérieure majeure. Initialement, votre enceinte, elle est remplie comme ça. Vous avez donc un volume V0 ici, avec une pression P0 et une température T0, qui contient un gaz. Voilà l'idée, d'accord? Et de l'autre côté, vous avez du vide. Aujourd'hui, vous n'avez strictement rien. Alors, pas de molécules, que dalle. On est d'accord là-dessus? Voilà. Est-ce que j'ai besoin de convaincre quelqu'un que si on ouvre, si on fait un trou dans la paroi, le gaz va s'expandre intégralement pour remplir tout le volume? Ça, c'est un truc normal, d'accord? C'est ça qui se passe. Donc l'idée est la chose suivante, c'est que entre les deux, donc on perce. Voilà. On perce la paroi. On perce la paroi et le gaz s'expande.
Donc, in fine, vous allez avoir quelque chose comme ça. Votre paroi ici, elle est là, et puis il y a un trou dedans. Voilà. Et puis, votre gaz va occuper une pression P finale, une température T finale, et surtout un volume qui va être de 2V0, c'est-à-dire le double du premier. Pour l'instant, je n'ai aucune idée de quelle est la pression finale. Je sais juste que la pression finale risque d'être a priori plus petite. D'accord? Et la température va s'adapter un peu comme elle peut. D'accord? Alors, avant de continuer, j'ai vraiment besoin de deux choses. Je vous ai dit, est-ce que j'ai besoin de vous convaincre que le gaz va s'expandre? J'ai l'impression que la réponse est non. Est-ce que maintenant j'ai besoin de vous convaincre que ce système ne reviendra pas à son état initial spontanément? Autrement dit, il est littéralement impossible que si on attend suffisamment longtemps, tout d'un coup, tout le gaz aille là. D'accord? Vous n'avez littéralement jamais vu ça. Ce que ça vous raconte, c'est que si vous filmez cette manip-là et que vous passez le film à l'envers, je parle d'un film conscient, d'accord? Un film où vous voyez tous les atomes, un truc, machin chose, d'accord? Voilà. Et que vous le passez à l'envers, ça va vous sembler bizarre. On est d'accord là-dessus? Donc ce truc est effectivement irréversible. Donc cette expérience est irréversible. Alors petite remarque, en français et dans ce cours, irréversible, ça veut dire que je ne peux pas revenir à l'état initial spontanément. Ça ne veut pas dire que si je ne me prends pas un piston, un machin et des machines, je ne peux pas revenir à ça. D'accord? Mais ça signifie que je ne reviendrai pas par le même chemin. En tout cas. D'accord? Avec le même dispositif, littéralement, je ne peux pas. Moi, j'aime beaucoup la définition. Si vous filmez ça et que vous passez le film à l'envers, c'est ultra choquant pour l'entendement. On est d'accord? Voilà. Et ça, c'est quelque chose que vous savez. Si vous servez un verre d'eau, vous savez qu'à un moment donné, vous n'allez pas avoir l'eau, la moitié d'un verre, et tout d'un coup, l'autre partie qui est vide. D'accord? Enfin voilà, le truc va rester tranquille, peinard. Enfin voilà. Vous vous attendez pas, à un moment donné, à avoir des trucs tout chelous avec du vide partout. Enfin voilà. Bon. Alors, bon, ok. On va faire un peu de thermodynamique sur le sujet, voir, parce que, en fait, en mécanique, on a appris un truc. On a appris que, grosso modo, les systèmes, ils allaient, grosso modo, d'énergie potentielle élevée, puis que s'il y avait des frottements, tout ça, ils finissaient dans un état d'énergie potentielle plus faible. Vous vous souvenez de ce truc-là? On trace énergie potentielle, et puis à terme, les systèmes mécaniques vont toujours tendre vers les minimums de l'énergie potentielle. Donc l'énergie nous raconte le destin des systèmes mécaniques. C'est cool ça, c'est sympa. Même s'il y a des frottements. D'accord? Même si on ne connaît pas tout, on sait qu'à la fin, ça va finir là. Ça va finir à l'équilibre s'il y a une position d'équilibre stable. La question, c'est est-ce que l'énergie nous raconte ça? Est-ce que le premier principe nous raconte ça? Est-ce que le premier principe nous raconte que ceci ne sera pas privilégié par rapport à ceci? Et bon, on va regarder ça tout de suite. Alors, on va commencer par le plus simple. Que vaut le transfert thermique entre l'état initial et l'état final? Oui. Alors, c'est un peu plus subtil que ça, mais c'est nul. Alors, le système est capable d'échanger avec deux extérieurs. L'extérieur de la boîte, mais une fois que vous avez fait un trou, votre système il est en contact avec ça aussi, qui n'est pas l'extérieur de la boîte. D'accord? Donc l'argument paroi adiabatique n'est pas le seul à utiliser. Bien sûr, donc le système, en raison des parois adiabatiques, ne pourra pas échanger avec l'extérieur. Ça, c'est clair. Par contre, la question, c'est est-ce qu'il peut échanger de l'énergie avec le vide? Est-ce que c'est possible d'échanger de l'énergie avec du vide? En fait, non. Tout simplement parce qu'en fait, si vous échangez de l'énergie avec du vide, ça signifie que le vide reçoit de l'énergie, mais il n'y a personne pour recevoir de l'énergie, vu que c'est vide. Oui. Mais du coup, le vide, il n'y a pas de température? Non. Le vide, il n'y a pas de température. Quand on dit la température du vide, non, mais quand on parle de la température du vide en astrophysique, on parle de la température du rayonnement cosmologique diffus. Il y a des objets là-bas. D'accord? C'est pas le vide. Voilà. C'est juste que si tu mets un thermomètre là, ce thermomètre va se mettre en équilibre thermique avec le rayonnement cosmique. Voilà. Mais pas avec le vide. Le vide, il se passe rien. Rien. Tout simplement parce que tout ceci étant... Alors il y a plein de façons de le voir, mais en gros, il n'y a personne pour récupérer quoi que ce soit en termes d'énergie. Et donc la température finale du gaz, c'est... Ça, t'en sais rien, parce qu'il y a la pression qui va avoir jeu aussi. Ah, oui. Pour l'instant, t'en sais rien. D'accord? On ne confond pas isotherme et adiabatique. D'accord? Plus subtil, le travail.
C'est quoi la formule du travail? C'est moins l'intégrale de P extérieur dV. D'accord? Il n'y a pas d'autre travail, vous n'êtes pas en train de shooter dans votre truc, vous pompez pas, il n'y a pas d'électricité qui se balade dedans, etc., etc. Ça vaut quoi, P extérieur? La pression de vide, c'est donc 0. Autrement dit, comme on le dit souvent dans cette étude-là, pousser le vide, ça coûte rien. D'accord? Donc ça, c'est pas si intuitif que ça, hein. Le gaz, pour s'expandre, n'a dépensé aucune énergie. Oui. Dans la liste qu'on fait, on est à quel moment de l'expérience? À la ça c'est I, ça c'est F. On considère qu'autour de la boîte, il y a... De toute façon, le système ne le voit pas. Il ne peut pas le voir d'un point de vue travail parce que la boîte est indéformable. Et il ne peut pas le voir d'un point de vue thermique parce que la boîte est calorifugée. Donc en gros, pour le système, l'intégralité de l'extérieur réel, c'est vide. Voilà. En fait, grosso modo, ton système est littéralement isolé pour le coup. En fait, j'aurais pu commencer par ça. Comme ton système est littéralement isolé, bah... Voilà. Donc ça, c'est pas si intuitif que ça, mais c'est ce que vous raconte la thermodynamique. Entre cet état-là et cet état-là, votre gaz n'a dépensé aucune énergie. Aucune. Il n'a fait aucun effort, il n'a besoin de rien. Pourtant, ça c'est une certitude, votre gaz préfère être là que là. Alors que énergétiquement, ça ne lui a apporté aucun avantage structurel. Rien. Il ne s'est rien passé. Donc, si vous voulez prévoir les comportements des choses, le premier principe ne vous raconte pas tout. Il manque quelque chose. D'accord? Parce que le premier principe ne vous raconte pas pourquoi ça, c'est mieux que ça. Et pour ça, il va falloir un second principe. Ce qui est le principe d'évolution. D'accord? Donc, cette détente, donc je vais lui donner son petit nom, la détente de Joule-Gay-Lussac est donc isoénergétique. Alors, petite remarque, ça on le reverra après, si vous avez un gaz parfait, ça signifie qu'elle est isotherme. Puisque je rappelle que l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température, donc si l'énergie interne ne change pas, la température ne change pas. Oui, Inès. Ah, tu pompes. Tu pompes. T'enlèves tout ce qu'il y a dedans. C'est quoi la température? C'est quoi la température? Pour quelle la température? Ça dépend des définitions, mais la température, si tu veux, c'est un état d'équilibre entre deux systèmes. Il faut qu'il y ait un transfert thermique. Avec quoi? Il n'y a rien. Dans le vide, il n'y a rien. C'est pas de l'air, c'est du vide, il n'y a rien. Pas des molécules, que dalle. Donc personne pour recevoir de l'énergie ni pour t'enfiler. Oui, c'est même l'intégralité de l'univers connu est un peu remplie de tout ça. Voilà. Mais bien sûr, pas du tien, coup de bol, parce que sinon, voilà, structurellement, tu aurais quelques difficultés respiratoires. Mais voilà, sinon. Oui. Le volume augmente, effectivement. Là, si c'est un gaz parfait, le volume va être multiplié par 2, la température ne va pas bouger. Oh, s'il vous plaît, là, c'est pas fini. Hein. La température ne va pas bouger, donc la pression sera divisée par 2. Voilà. Le produit PV est conservé, donc voilà. On reviendra sur le gaz parfait, là, j'en ai pas plus. D'accord? Donc, ce dont je veux vous convaincre, c'est que le premier principe n'est pas complet et ne vous permet pas d'expliquer ça. D'accord? Donc, le premier principe... ne permet pas de comprendre cette évolution. Donc, conclusion, il faut un principe d'évolution. En fait,
J'aime bien cette manip-là parce qu'elle est assez claire à comprendre dans son principe, mais c'est vrai de tous les processus. Si vous prenez un objet, le truc de base, c'est vous prenez une craie, vous la cassez. D'accord? Tac, voilà, j'ai cassé la craie. Si vous imaginez, même si vous avez une compréhension moléculaire de la matière, vous imaginez très bien qu'en fait, il est a priori pas impossible de récupérer toute l'énergie de l'air, que toutes les molécules convergent au bon endroit et que tout d'un coup ma craie se reforme et que ce truc-là, tout d'un coup, il ne soit pas cassé. Vous savez que ceci n'arrive littéralement jamais. Vous savez même que si je fais un effort et que je fais abadazoum zoom truc, ça marche pas. D'accord? Voilà, ça marche pas. Voilà. Vous pouvez mettre de la colle, vous pouvez mettre des machins, mais ça n'a rien à voir. En tout cas, au niveau énergétique, dans un petit volume, tout ceci a la même énergie en fait. C'est-à-dire que l'énergie de rupture, elle est séparée là, mais on se dit, tiens, je pourrais peut-être la récupérer spontanément, en tout cas, faire passer le film à l'envers, pour qu'avec un peu de bol, ça marche. Il s'avère que ça ne marche jamais. Vous savez même très bien que si jamais je veux refaire ça, il va falloir que je fournisse de l'énergie. Autrement dit, ce que va vous raconter le second principe, c'est que si vous voulez passer une situation désordonnée à une situation ordonnée, vous n'allez pas pouvoir le faire spontanément. Il va falloir y mettre un peu du vôtre dans ces histoires-là. D'accord? Ça, c'est la première chose que ça vous raconte. La deuxième chose que le second principe va vous raconter, je spoil un peu la suite, c'est que, en fait, pour l'instant, l'intégralité de la physique que vous avez croisée, c'est une physique de conservation. En fait, si vous faites un grand dézoom sur ce qu'on a vu en mécanique et en thermodynamique, toutes les lois que vous avez vues sont les lois de conservation. Conservation de l'énergie mécanique, conservation de la quantité de mouvement, conservation du moment cinétique, d'accord? Ou en tout cas, les façons dont ce truc-là vont varier. Et tout ça, en fait, c'est essentiel à de la physique réversible. D'accord? L'énergie mécanique, elle est conservée entre deux points. C'est-à-dire que si vous allez de là à là ou de là à là, bah, c'est pareil. Si vous avez quelque chose qui ne peut pas revenir en arrière et que vous voulez quantifier ça, ça signifie qu'il va vous falloir quelque chose qui n'est jamais conservé. Et même quelque chose qui augmente ou qui diminue, en tout cas qui varie toujours dans le même sens, pour une raison extrêmement simple, c'est que le temps ne change pas de sens d'écoulement en permanence. Ce qui vous raconte l'irréversibilité des processus, c'est ça. C'est que le temps ne revient pas en arrière. Jamais. À aucun moment. Vous ne faites pas demi-tour. Et donc ça signifie qu'il y a quelque chose, si vous voulez, quelque chose qui caractérise l'irréversibilité. Ça signifie qu'il y a une grandeur qui doit toujours varier dans le même sens, quoi qu'il arrive, dans toute transformation. Et ça, c'est le moment dans votre vie de scientifique où la phrase « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » va mourir. Parce que manque de peau, l'entropie, ça se crée. Parce que sinon, tous les processus seraient réversibles. Et on pourrait revenir en arrière. Sauf que le CTRL-Z, en vrai, ça marche pas. On est d'accord? C'est dommage. Ah, c'est fort dommage, on est d'accord qu'il y a plein de fois où on aimerait bien, mais non. Ouais. Il faut un principe d'évolution. C'est ça. Voilà. Donc, je ne vais pas tourner autour du pot pendant 20 siècles. Par ailleurs, le second principe, dans sa formulation, n'est pas aussi évident que le premier principe. Vous pouvez, donc là, en particulier, les méthodes d'élaboration du second principe ne sont pas aussi simples. Donc, je balance le second principe et on va essayer d'extraire ce que ce principe-là raconte. Alors, petite remarque. Je fais partie des gens pour lesquels il y a deux principes en thermodynamique. Si vous regardez un peu la littérature, en particulier le web, vous constaterez en fait qu'il y en a 3, voire 4. D'accord? Donc, je vous les donne. Donc, le principe 0 de la thermodynamique vous raconte en fait la définition de la température. Autrement dit, il existe une grandeur telle que quand vous mettez deux objets ensemble qui vont égaler ça. Donc en fait, on postule que la température, c'est un truc qui existe, c'est le principe 0. Donc moi, je n'ai pas appelé principe 0, j'ai appelé ça définition de la température. D'accord? Expérimental, c'est ça. Il existe un troisième principe qui vous raconte que l'entropie de tous les systèmes cristallisés à température nulle vaut 0. Qui pour moi n'est pas un principe parce que c'est vraiment genre on met une échelle quoi. D'accord? On dit bah voilà, c'est de là qu'on compte. Mais pour moi, ça n'a rien à voir en termes de portée, de spécifier qu'il y a quelque chose où on dit bah on compte 0 à partir de là. Bon. Et ça. D'accord? Ça, c'est d'une grande violence. Vous allez voir un peu. Enfin, surtout les conséquences de ça sont quand même d'une grande violence. Donc la structuration du second principe, c'est la même que le premier principe. Ma version du second principe est très longue, encore, a priori. Voilà.
En fait, je fais... Ouais, en même temps... Est-ce que je fais ça d'abord? Ouais, ok. Je regarde mes questions de cours et je me dis que ça serait peut-être pas mal que je fasse... Ok, bah, je change pas le paragraphe, vous inquiétez pas. Voilà. Donc, avant de définir le second principe de la thermodynamique, soyons habiles, il va falloir que je définisse un peu plus proprement une transformation réversible. Je pense qu'on ne l'a pas fait en cours pour l'instant. D'accord? Je sais que j'en ai parlé dans la diabatique réversible, mais je suis pas sûr qu'on ait écrit proprement ce que c'est qu'une transformation réversible. D'accord? Donc on y va, on est parti. Donc, une transformation est dite réversible si et seul, donc une transformation IF, si et seulement si on peut réaliser la transformation de F jusqu'à I en suivant exactement les mêmes étapes avec le même dispositif, enfin grosso modo rien ne change que pour aller de IF. En suivant rigoureusement le même chemin que pour réaliser plus exactement la transformation de IAF. Ça, c'est la vraie définition. Pour moi, la vraie définition, ceci est équivalent à dire que si vous filmez la transformation, vous pouvez passer le film à l'envers sans que rien ne vous semble bizarre. Oui. Réaliser la transformation de F vers I dans l'autre sens. D'accord? Ceci est équivalent à dire que si on filme la transformation, alors on peut passer le film à l'envers. Concentrez-vous, messieurs. Clément, c'est toi que je parle. Alors on peut passer le film à l'envers sans que rien ne soit choquant. Et ça, je vous invite à profiter de votre génération qui justement sait ce que c'est qu'une vidéo et passer un film à l'envers. Vous le savez, si je filme quelque chose et que je le passe à l'envers, ça se voit. Il se passe toujours des trucs bizarres. D'accord? Par contre, pour vous donner un autre exemple, si je prends un pendule simple sans frottement, qui fait tic-tac, 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 que je le filme, et que je passe le film à l'envers, vous n'allez pas vous en rendre compte. Parce que ça, c'est un processus mécanique, c'est essentiellement réversible. Si je le filme suffisamment longtemps pour qu'il y ait des frottements, vous allez voir l'amplitude remonter, et ça va vous sembler bizarre. Parce que c'est irréversible, parce qu'il y a des frottements. On est d'accord? Cette définition-là, moi, je l'aime beaucoup, parce que vraiment, elle est plus simple que tout le truc, oui, on garde le même dispositif, gna gna. C'est juste, vous filmez, vous passez à l'envers. Si c'est chelou, c'est que c'était irréversible comme histoire. On est d'accord? Voilà. Ça, c'est une transformation réversible. On va essayer de trouver deux critères qui doivent être vérifiés simultanément pour qu'une transformation soit réversible, en fait. La première chose, si vous voulez qu'une transformation soit réversible, c'est qu'il faut qu'elle ne se fasse pas trop rapidement ou trop, en tout cas, brutalement. Autrement dit, que votre gaz ne doit pas être trop bousculé. Ça, ce que ça vous raconte, c'est que votre transformation doit se faire petit à petit. Vous devez passer d'un état d'équilibre à un état d'équilibre voisin. D'accord? On fait ça doucement. Ça porte un nom, ça fait une transformation quasi statique. D'accord? Donc, on dit qu'une transformation est quasi statique si et seulement si on passe systématiquement d'un état d'équilibre à un état d'équilibre voisin. D'accord? Autrement dit, dans un piston, par exemple, vous allez avancer doucement votre piston et pas appuyer comme une brutasse dessus en espérant qu'à l'intérieur, il se passe un truc réversible. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est une transformation quasi statique. En gros, le synonyme de quasi statique, c'est tout doucement. D'accord? Sans brutalité et sans brusquer le bordel.
La deuxième classe de transformation qui est importante, c'est le caractère adapté. D'accord? Donc, on dit qu'une transformation est adaptée si et seulement si P égale P extérieur si dV est non nul. Autrement dit, si vous faites varier le volume, il faut que la pression et la pression extérieure soient toujours identiques. Ou T égale T extérieur si le transfert thermique est non nul. Il faut que les deux conditions soient vérifiées. Bien sûr, si dV est nul, vous en foutez de la pression. Si c'est adiabatique, vous en foutez de la température. Mais si jamais vous avez ça, il faut que ça. Et si vous avez ça, il faut ça. En gros, il ne faut jamais que votre extérieur soit à une température. Si vous, par exemple, faites un transfert thermique, il faut que la température extérieure s'adapte au fur et à mesure de la transformation à la température intérieure. C'est ça que ça vous raconte. Faites attention. Ici, je ne dis pas que ça et ça, c'est constant. Je dis juste que vous adaptez le truc au fur et à mesure. Le truc est simple ici, imaginez que vous voulez... Donc maintenant, on va essayer de comprendre ce qui se passe. On va faire un exemple de pensée hyper simple. Vous prenez un objet à 40 degrés, d'accord? Et vous voulez le refroidir à 20 degrés. D'accord? Un morceau de, je sais pas quoi, un morceau de métal, ce que vous voulez, voilà, d'accord? Vous avez deux choix possibles. Vous pouvez prendre le truc à 40 degrés et le foutre dans un bassin de flotte à 20 degrés. Est-ce que ça, c'est réversible? Autrement dit, est-ce que si vous filmez le truc... et que vous le filmez à l'envers, vous allez voir à un moment donné, est-ce qu'il est normal que votre truc tout d'un coup s'échauffe à 40 degrés tranquillement? Non. Ça, c'est littéralement impossible. D'accord? Donc là, vous avez fait un processus irréversible. Maintenant, je vais faire la même chose, mais au lieu de prendre mon truc à 40 degrés et mon bassin à 20 degrés, je vais prendre un truc en 40 degrés, et je vais prendre une infinité de bassins. L'un à 40 degrés, l'autre à 39 pouillèmes, l'autre à 39 moins pouillèmes, etc., etc. Donc de epsilon en epsilon, je peux ramener mon objet de 40 degrés jusqu'à 20 degrés. Je filme toute la manip. Est-ce que si je filme dans l'autre sens, ça marche? Oui. Parce que grosso modo, je peux réchauffer sans aucune forme de problème. Le truc, ça va passer sans aucune forme de problème. L'adaptation, c'est ça. Vous avez du transfert thermique. Et en permanence, en fait, la température extérieure s'adapte à la température de votre objet pour que vous fassiez un truc tout smooth. D'accord? C'est pas choquant. Donc en gros, si vous avez une infinité de bassins ou si vous êtes capable de contrôler avec un bouton la température de votre thermostat, et ben en fait, vous pouvez sans aucune forme de problème passer un objet de 40 à 20 ou de 20 à 40. C'est simplement bouton dans un sens, bouton dans l'autre. Pas trop rapide. Et surtout, pour que ça reste toujours vrai. On est d'accord? En gros, vous accompagnez votre système dans le truc. Petite remarque pour les frottements. Donc là, il n'y a pas tout. Mais si vous voulez mettre en mécanique, par exemple, il faut que si vous avez une force entre l'intérieur et l'extérieur, il faut que la vitesse de l'extérieur, enfin la vitesse entre votre système extérieur soit nulle. Comme ça, vous n'avez pas de puissance. Résultat des courses, vous n'avez pas de frottement. Autrement dit, si votre pendule simple, vous faites en sorte que l'air à chaque fois se déplace à la même vitesse que votre pendule en même temps, ouais, faut faire un peu chier, on est d'accord, mais ce sera réversible. Parce qu'en permanence, vous n'avez pas de frottement, en fait, c'est terminé. Caractère adapté, là c'est V égale V extérieur en l'occurrence, dans cette histoire. Voilà, il faut se faire chier, hein, enfin vraiment, d'accord. Bon, une fois qu'on a fait ça, donc en gros, en fait, si vous voulez savoir en thermodynamique si une transformation est réversible, en fait, il faut regarder ces deux critères parce qu'il y a un truc très simple. Une transformation est réversible si et seulement si elle est à la fois quasi-statique et adaptée. Une transfo est réversible si et seulement si elle est réversible. Pas réversible, ça c'est débile. Elle est quasi statique et adaptée. En général, dans les exercices de thermodynamique, c'est le caractère adapté qui se voit tout de suite. Vous savez en général pas si on l'a fait de façon quasi statique. Par contre, ce qu'il va voir, c'est qu'en général, vous allez constater très vite que votre transformation soit inadaptée. D'accord? Donc, elles ne peuvent pas être réversibles. C'est vraiment la caractéristique première. Donc, c'est pour ça que je fais cette équivalence-là. Tout simplement parce que c'est plutôt dans l'autre sens qui m'intéresse. C'est que dès qu'une transformation n'est pas adaptée, vous êtes sûr qu'elle n'est pas réversible. Voilà, c'est plutôt dans l'autre sens qu'on va utiliser cette équivalence.
Une fois que j'ai défini toutes ces transformations, réversibles, adaptées, gna 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 gna, voilà, c'est pas mal. On va pouvoir passer au second principe de la thermodynamique qui vous raconte comment on traite tout ce bordel. À l'attaque. Second principe. Petite remarque, à l'instar du premier principe qui se démontre de façon microscopique, le second principe se démontre également par de la statistique. D'accord ? Donc c'est des principes tant que vous ne faites pas de statistiques moléculaires, après ça démontre. Même structuration. Il existe une fonction d'état entropie qu'on note S. D'accord ? Alors, je fais des commentaires au fur et à mesure. Entropie, alors, l'étymologie, le EN est là pour que le mot ressemble à énergie. D'accord ? Donc ce EN ne sert à rien. D'accord ? Ce qui m'intéresse ici, c'est tropie. D'accord ? Trop, ça veut dire la direction dans laquelle un système évolue. D'accord ? Vous avez les tropiques, qui est l'endroit où le soleil va au cours de l'année. D'accord ? Il monte et il descend par rapport à l'équateur. Si vous avez fait de la bio, vous connaîtriez les héliotropes, qui est le mot technique pour les tournesols. D'accord ? Ils tournent vers le soleil, etc. etc. D'accord ? Donc, voilà, de tropisme, tout ça. D'accord ? Direction de déplacement. Donc, S va vous parler de ça. Notez S. Cette fonction S va être une fonction sympa. Elle va être d'état, c'est déjà fait. Elle va être additive et extensive. Sympa. Et d'état. D'accord ? Oui. C'est un petit peu, Non, 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 c'est second principe. sur le petit c'était détendu. Mais c'est pas un titre en fait, c'est juste. Je pose le principe. C'est juste que je voulais pas vous faire effacer le titre du paragraphe pour mettre ça. Donc voilà. C'est pas un paragraphe, c'est juste le truc. Voilà. Tel que. Alors c'est longué. Enfin c'est longué parce qu'on sait jamais où on coupe en fait dans le second principe. Moi je vais tout mettre dedans. Voilà. Tel que. Le premier truc important, c'est que pour toute transformation, la variation d'entropie de votre système, d'accord, c'est une fonction d'état, va être en fait la contribution de deux grandeurs d'échange. D'accord. Donc pour toute transformation, IJ, la variation d'entropie entre les... pas IJ, IF. La variation d'entropie entre I et F est égale en fait à deux termes. SE de I à F et SC de I à F. Vous remarquez qu'il n'y a pas de delta devant. Ces grandeurs sont donc des grandeurs d'échange. Avec, bien sûr je précise ce que c'est, en même temps, donc SE, entropie échangée, ou terme d'échange si vous préférez, et SC, entropie créée, avec 3 E. À la suite. D'accord ? Voilà. Petite remarque, ce deuxième principe, enfin cette égalité, se réécrit de façon infinitésimale en disant que ds c'est égal à petit delta SE plus petit delta SC. D'accord ? Terme d'échange, terme de création. Ce truc-là ne vous raconte... Donc vous voyez qu'il a la même structuration que le premier principe. Vous avez une fonction d'état dont la variation est égale à deux termes sur lesquels vous allez pouvoir faire 2-3 curseurs. D'accord ? Voilà. Alors on y va. On va regarder les diverses propriétés. Alors, pour toute transformation, le terme de création est positif ou nul. Donc c'est celui-là qui vous raconte l'irréversibilité. Ça ne fait que croître. Enfin, en tout cas, ça ne fait que rajouter des choses à l'entropie, plus exactement. Si SC sur une transformation... C'est à chaque fois que je me cours. Ça fait
trop d'infos ce week-end. Si SC de IAF est égal à 0, c'est équivalent à dire que la transformation est réversible. Autrement dit, dès que la transformation est irréversible, vous avez un terme de création qui est strictement positif. Voilà la bête. C'est bon. Donc voilà les propriétés du terme de création. On n'a rien d'autre, a priori. Ou presque. Maintenant, on va regarder les propriétés du terme d'échange. Alors, SE de IAF égale 0 est équivalent à dire que IF est adiabatique. Autrement dit, alors ça c'est extrêmement important dans cette histoire, d'accord ? Ouais, enfin, je sais pas trop comment faire sentir ça. Ce que ça vous raconte. Alors, il manque un signe d'abord. Ça, c'est déjà une première équivalence. De manière générale, le terme d'échange est proportionnel à Q. Ah, oui, c'est ça. Et de même signe. Alors ça, c'est extrêmement important. Imaginez, vous voulez maintenir un système dans son état, toujours le même, le truc ne bouge pas. Ça s'appelle vous, ou nous, n'importe quel être vivant qui a envie factuellement de rester dans son état d'organisation. Ça veut dire que ça vaut 0. Oui. C'est petit delta de SE. C'est petit delta de SE est proportionnel à petit delta de Q. Oui, oui, parce que j'ai changé d'avis au milieu, donc il n'y a plus de IA, effectivement, tout à fait. Autrement dit, si vous voulez maintenir un système dans le même état, mais qu'il subit des transformations, autrement dit que ça est positif, ça signifie que ce truc-là doit être négatif. Autrement dit, pour maintenir un système dans un état d'ordre, il faut qu'il passe sa vie à cracher du transfert thermique vers l'extérieur. D'accord ? Vous ne pouvez pas survivre si vous ne dégagez pas de l'énergie sous forme dégradée. Ça, c'est un truc. Faut bien que vous mesuriez ce qu'on est en train de raconter là. Si vous n'avez aucune connaissance sur biologie, si vous savez absolument que dalle sur le fonctionnement du corps humain, vous savez qu'un être humain doit évacuer de la chaleur. C'est obligatoire, c'est écrit là. Parce que ça, c'est positif. Donc ça doit être négatif. Et ça, c'est proportionnel et le même signe au transfert thermique. Point barre. Sans avoir aucune idée du mécanisme. Vous ne savez pas comment, vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas comment ça va marcher. Mais vous savez que si vous voulez créer des êtres vivants, alors il faut ça. Voilà, ça c'est la première étape. Je finis là-dessus, il me reste juste quelques minutes. Voilà, ça va être parfait. Alors, ça serait bien qu'on ait une formule au moins pour évaluer les termes. Pour une monotherme, pour une monotherme, SE de IAF est égal au transfert thermique de IAF divisé par la température extérieure. Voilà. Pour une réversible, si vous avez une transformation réversible, vous avez une transformation adaptée. Ça signifie donc que si vous avez du transfert thermique, la température intérieure doit être égale à la température extérieure en permanence. Donc pour une réversible, petit delta SE est égal à petit delta Q sur T, où SE est égal à l'intégrale de petit delta Q sur T. Voilà les propriétés de SE. Si vous dézoomez et que vous faites un truc, pour un système isolé, qu'est-ce qu'on a ? S'il est isolé, il est forcément adiabatique. S'il est adiabatique, forcément Q est nul. Si Q est nul, ça vaut 0. D'accord ? Ça, c'est forcément positif, quoi qu'il arrive. Donc,
L'entropie de n'importe quel système ne peut que croître avec le temps. L'entropie de l'univers est une fonction croissante du temps et vous ne pouvez strictement rien y faire. L'entropie étant une manifestation de l'organisation, ou plus exactement, d'accord, oui. C'est pour ça qu'en général, on va dire de façon très raccourcie que l'entropie, que le désordre de l'univers ne peut qu'augmenter avec le temps. Autrement dit, l'univers, quoi qu'il arrive, finira gazeux. Et à la fin. Voilà, c'est comme ça. On a du temps, ne vous inquiétez pas.